lancer l'enregistrement, mais je vois que c'est bon et donc ça permet à chacun d'entre vous de pouvoir valider le fait que nous soyons enregistrés. Peut-être juste une introduction de deux, trois mots en binôme avec Jean-Serge Boiteau pour vous dire qu'on arrive au terme de cette année d'accompagnement autour de la connaissance des coûts de l'apprentissage en appui de l'obligation de remonter de la comptabilité analytique des CFA vers France Compétences. Et peut-être vous dire un premier mot pour vous remercier tous d'avoir participé de manière très active à l'ensemble de ces ateliers depuis le 17 mars. Remercier aussi l'équipe projet P2CA qui a été vraiment d'un très, très grand soutien, nos collègues de l'AMU qui ont été extrêmement facilitants, qui nous ont accompagnés tout au long de ces journées. Et vous expliquer en un mot l'état d'esprit de cette dernière session de l'année. Cette dernière session de l'année, c'est l'occasion de faire un point pour stabiliser un peu ce qu'on a pu établir au fur et à mesure de ces ateliers mensuels d'accompagnement. Et donc, de vous restituer un certain nombre d'informations, de vous redonner un certain nombre de perspectives. Alors, s'ils sont pas contacts, en fait, ils ont... Et puis, de pouvoir aussi finalement indiquer ce qui va se passer à partir de maintenant en termes de poursuite du travail et d'ouverture de perspectives sur l'année à venir. Alors, je vois qu'il y a encore quelques micros qui sont ouverts. Si les collègues qui sont en ligne, voilà, merci beaucoup, peuvent les fermer. Merci aussi de penser à vous renommer. Alain l'a dit, c'est important pour qu'on puisse vous restituer les informations, qu'on puisse tracer également le travail de participation de chacun des établissements. Donc, merci de vous renommer en signalant votre établissement, votre nom, puis votre prénom. Je le refais dans le sens de la diapo qu'Alain avait affichée tout à l'heure. Alors, nous sommes 75 participants et du coup, je crois qu'Anne-Sophie, je vais pouvoir te passer la parole. C'est le moment où tu vas pouvoir te connecter et nous dire si tu nous entends. Et oui, si je suis là, je suis là. Eh bien, c'est super. Je te laisse la parole. Merci de ton intervention, Anne-Sophie, pour cette dernière session d'accompagnement sur les coûts d'apprentissage. Super, merci Rodolphe, merci à tous et à toutes. Bonjour Alain, je suis toujours ravie de recroiser même à distance. Voilà, très, très heureuse d'être là. Jérôme Théard prendra la parole juste après moi et je serai assez rapide. D'abord, vous remercier de votre participation à ces groupes de travail et des réflexions que vous conduisez, Rodolphe et puis les équipes DGCID me tiennent au courant de ces avancées-là et c'est évidemment très, très prometteur. Je voulais simplement au fond dire deux choses. D'abord, réaffirmer évidemment, mais là je parle à des convaincus, réaffirmer les enjeux stratégiques de l'apprentissage pour l'enseignement supérieur et la recherche. Et vous redire, donc, c'est le premier point, les 4 raisons pour lesquelles nous, Messri, on soutient ardemment absolument l'apprentissage, y compris lorsqu'il serait question de réduire les ressources que pourrait nous rapporter l'apprentissage. Alors, les 4 raisons, vous les connaissez, mais je les redis quand même parce que c'est important et puis ça affirme encore davantage ce rôle qui est le nôtre et ce positionnement qui est le nôtre. Donc, évidemment, le premier élément, c'est l'insertion professionnelle. Qui est évidemment quantitativement plus important lorsque on est titulaire d'un contrat d'apprentissage, d'une alternance. Les pré-embauches, évidemment, ne sont pas rares. Mais au-delà de l'aspect quantitatif, il y a un volet qualitatif de cette insertion professionnelle avec une qualité meilleure, soit que l'on regarde le montant des salaires, soit que l'on regarde la nature du contrat, soit que l'on regarde encore, et c'est très important, l'adéquation entre le contenu de la formation et l'emploi que l'on occupe après. Deuxième raison, c'est évidemment le rapprochement, pardon, parce que tout ça c'est déjà rapproché, mais j'ai failli dire le rapprochement entre les établissements et le monde socio-économique. Bon, ça fait bien longtemps que école, université, entreprise dialoguent quotidiennement, mais l'apprentissage est évidemment une autre occasion de le faire, d'articuler recherche, formation, innovation et transformation ensuite au sein des entreprises de toutes ces compétences
acquises précédemment. Évidemment, un apprenti du supérieur qui est au sein d'une entreprise, c'est un vecteur de compétitivité, puisque, et c'est particulièrement vrai dans les PME et les PMI, qui n'ont pas toujours immédiatement accès aux dernières innovations. Et bien là, le fait d'avoir un apprenti du supérieur qui a bénéficié d'une approche par la recherche, par l'innovation au sein de sa formation, et bien évidemment, cela irrigue l'entreprise dans laquelle il se trouve, et ça permet donc à cette entreprise de progresser. Troisième raison pour laquelle on soutient l'apprentissage, c'est évidemment la démocratisation de l'enseignement supérieur, bien sûr, la diversité sociale, l'accès des classes socio-professionnelles les moins favorisées dans des formations payantes. C'est particulièrement vrai dans certaines écoles, bien sûr, mais pas seulement. Ces droits d'inscription, évidemment, représentent un coût important pour de nombreuses familles, et l'apprentissage est un moyen d'accéder, de poursuivre des études d'enseignement supérieur sans avoir cette barrière économique. Et enfin, quatrième raison pour laquelle on soutient fortement l'apprentissage, c'est l'innovation pédagogique. On n'enseigne pas de la même manière à un étudiant à temps plein, si j'ose dire, et un étudiant en alternance, en apprentissage. Cela conduit les enseignants à revoir leur méthode, à enseigner autrement. Et c'est donc là un effet induit de cet apprentissage en interne dans les établissements qu'il faut évidemment saluer et encourager. Donc tout ça, vous le saviez déjà, c'était mon premier point, rappeler pourquoi le MESRI soutient très fortement l'apprentissage, y compris lorsqu'il est un petit peu attaqué. La deuxième chose que je voulais dire, qui me paraît plus importante, et les fonctions que vous occupez dans vos établissements et votre présence aujourd'hui en témoigne, c'est la question et l'importance du pilotage de l'apprentissage. Un sujet ne peut s'épanouir, ne peut progresser, ne peut être dynamique que s'il est très fortement porté au niveau politique dans les établissements. L'apprentissage est un sujet évidemment technique, mais pas que, surtout en ce moment. Et c'est la raison pour laquelle, si le pilotage par les coûts est une approche dont les établissements, évidemment, doivent s'emparer, cette approche par les coûts, elle est insuffisante. Il faut un pilotage de l'apprentissage qui relève des choix pédagogiques, d'objectifs d'insertion professionnelle, et donc, il faut que l'apprentissage constitue une stratégie, un volet très identifié de la stratégie à part entière de l'établissement. C'est très souvent le cas, mais peut-être pas toujours, et même lorsque c'est le cas, il ne faut rien lâcher. Et c'est la raison pour laquelle la question de la gouvernance, de l'organisation de l'établissement, du niveau politique auquel l'apprentissage est porté est absolument essentiel. Et c'est ce que je voulais dire aujourd'hui, ce sur quoi je voulais insister aujourd'hui. Ça peut par exemple prendre la forme d'un sujet particulier qui doit être nécessairement traité dans les contrats d'objectifs et de moyens que beaucoup d'universités ont avec leurs propres composantes. Bon, voilà. Et donc, à chaque fois, on interroge la composante, où vous en êtes. Ça se fait déjà, évidemment, beaucoup, mais peut-être pas partout. En tout cas, trouver 1000 moyens de faire de cet apprentissage, non pas simplement un sujet technique, non pas simplement un sujet qui rapporte de l'argent, mais un sujet sociétal, un sujet transformant pour l'innovation, pour la démocratisation sociale, etc., et qui donc mérite d'être porté au plus haut dans un établissement. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Je voulais vraiment vous remercier à nouveau de m'avoir permis de dire ces quelques mots. Remercier également toutes les équipes de la DGCIP qui portent ce sujet-là, et je sais combien elles le font, non seulement avec compétence, mais ça je le savais, mais avec enthousiasme et bonne humeur, et ça j'y suis toujours sensible. Donc bien sûr, Jean-Serge Boiteau, toutes ces équipes, Rodolphe qui a introduit là cet après-midi, et je voulais leur dire toute ma reconnaissance de ce travail qu'ils font auprès de vous. Et je sais comment ils travaillent, c'est-à-dire ils n'arrivent jamais avec des idées toutes faites, avec des recettes toutes faites. Ils vous donnent des pistes et puis auprès de chacun, ils réfléchissent à comment ces pistes, comment ces exigences peuvent se décliner concrètement et particulièrement ici ou là avec ce que vous êtes, avec votre politique, etc. etc. Donc, je voulais vraiment les remercier très, très chaleureusement. Voilà, j'espère que Jérôme est arrivé. Jérôme est arrivé, je l'avais au téléphone. Très bien. On a eu un petit lien. Un grand merci Anne-Sophie pour ces quelques mots. Et puis du coup, on va pouvoir effectivement laisser Jérôme poursuivre. Merci à toi. Et je pense que c'est important, cette réaffirmation des enjeux de l'apprentissage, des enjeux de gouvernance, de pilotage, parce qu'évidemment, tu l'as redit, l'apprentissage ne peut pas être qu'un sujet technique.
évidemment, la technicité, elle est au service des projets, et notamment des projets de développement, des projets pédagogiques, des projets de formation, d'insertion professionnelle. Et je pense que c'était important que cette parole-là soit rappelée et confortée. Donc, un grand merci. Je prends le relais, mais sans doute largement dans la continuité du propos d'Anne-Sophie Barthez. Il y a 10 jours de ça, il y avait un petit article dans Le Monde qui évoquait une révolution qu'est en train de faire de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur. Je pense que c'est très juste. Je pense que la révolution, elle a même déjà commencé, puisqu'on a franchi le cap de 500 000 contrats qui étaient, pour tous ceux qui se rappellent des propos de M. Borloo, ça devait être dans les années 2004-2005 où on se fixait cette ligne bleue horizon, en sachant qu'on n'arriverait pas à l'atteindre. Elle a été atteinte et 51% des étudiants apprentis sont dans l'enseignement supérieur. Donc, il y a une évolution qui avait démarré il y a plusieurs années et qui se prolonge. Ça veut dire qu'il y a une forte progression, alors qui n'est pas complètement le fruit du hasard et de notre travail collectif. C'est aussi parce qu'il y a eu une forte incitation en 2020 pour les employeurs d'aller sur le contrat d'apprentissage et que cette évolution du contrat d'apprentissage, elle s'est faite par une forte réduction aussi du contrat de pro en parallèle. Et je pense qu'il faut bien garder en tête, ce qui du coup nous renvoie bien au fait que tout est un enjeu d'équilibre entre différents contrats d'alternance qui regroupaient, avaient des objectifs bien différents, mais qui, compte tenu des incitations financières qui existent, peuvent avoir des incidences, des évolutions très, très différenciées. C'est un enjeu important. Vous savez que le gouvernement a maintenu des aides jusqu'au 31 décembre 2021. Ça veut dire que sur toute et pour la rentrée 2021, les aides aux employeurs, et on va travailler, nous, avec le ministère du Travail en parallèle pour qu'il y ait aussi, notamment pour la rentrée, des perspectives d'appui aux candidats pour trouver des employeurs parce qu'il y a un vrai enjeu dans le contexte de relance d'avancée. Ce travail, nous le faisons aussi avec la mission interministérielle sur l'apprentissage qui est portée par Guillaume Houzel, qui est un inspecteur général, qui est très investi. Vous avez peut-être déjà travaillé avec lui autour de faciliter cette articulation entre les trois acteurs, l'employeur, le CFA et le candidat, avec le focus sur l'amélioration des transmissions d'informations, donner de la fluidité et passer d'un système finalement dans lequel très hétérogène, dans lequel les processus étaient encore artisanaux au sens non construit pour gérer des très gros volumes, à des systèmes qui soient beaucoup plus robustes et qui puissent tenir dans la durée. Ça veut dire beaucoup plus de transparence sur les informations. Vous savez que côté ministère du Travail, on a développé un outil qui s'appelle InserJeune, qui est pour l'instant dans le champ, on va dire, infra-bac, mais aussi sur des résultats, parce que c'est très visible et on sait que les candidats réagissent aussi à la visibilité des informations sur l'insertion, mais aussi sur la réussite et sur l'échec dans les voies de formation. Et puis qu'on a intérêt à se créer des tableaux de bord un peu communs qui nous permettent de piloter mieux l'apprentissage de manière dans des gouvernances qui doivent se réajuster parce que les acteurs évoluent et les acteurs changent depuis 2018. Alors, la question que je n'ai pas encore évoquée depuis 4 minutes que je parle, mais qui est une question qui est prégnante et sous-jacente pour tous, c'est la question de la soutenabilité financière de l'évolution de l'apprentissage à la fois dès aujourd'hui, mais aussi dans les années qui viennent. C'est un enjeu fort qui mobilise à la fois les partenaires sociaux, mais aussi les ministères. Et on voit que c'est un enjeu qui se lie aussi à la lumière de cette évolution forte. Il faut se rappeler, on était, je crois, à 369 000 contrats en 2019 et qu'on passe tout d'un coup à plus de 500 000. Donc, c'est un enjeu important à tous et c'est le travail qu'effectue Rodolphe, toutes les équipes d'ADC et toutes les équipes en lien avec vous. Un travail qui doit permettre de remonter des comptabilités analytiques pour avoir de la réalité, en quelque sorte, des données de manière à faire évoluer les niveaux de prise en charge. Vous savez qu'il y a eu un moratoire sur 2021, mais qu'il y a un travail qui est engagé pour que, à partir de la rentrée 2022, on ait de nouveaux niveaux de prise en charge qui soient adaptés à la réalité des coûts constatés. C'est un travail
importants que vous faites et auxquels France Compétences, auxquels la DGCIP participe activement. Et ça nous permettra, du côté de l'enseignement supérieur, d'avoir aussi des données moyennes qui permettent de comparer aussi les différents établissements et donc de donner plus de crédibilité à nos retours, aux discussions aussi que l'on a avec les autres ministères, parce que ce retour de comptabilité analytique, il permettra d'être au plus juste de la réalité des coûts. L'objectif, c'est bien d'éviter, en quelque sorte, des coups de rabot qui soient faits un peu à l'aveugle sans tenir compte de la réalité. Et c'est pour ça qu'il y a un très fort enjeu dans le travail que vous conduisez, dans l'accompagnement qui est apporté par la DGCIP et d'autres acteurs. Un autre point que je voulais évoquer, parce qu'il est inscrit dans la loi de 2018 et que c'est une demande forte des partenaires sociaux. Moi, j'étais à une réunion, pas plus tard qu'hier, du groupe de travail paritaire entre les partenaires sociaux sur les questions de l'évaluation de la loi de 2018. C'est la question des classes mixtes et la question des doubles financements perçus par certaines structures qui sont à la fois financées par des subventions publiques et qui reçoivent aussi des financements de France Compétences pour la prise en charge des apprentis. Ça montre parce que c'est important derrière cette réflexion de classe mixte, alors qui concerne aussi l'enseignement scolaire, voire même principalement l'enseignement scolaire par rapport à l'enseignement supérieur, mais elle montre que la réflexion que l'on doit avoir dans l'organisation de l'apprentissage, ce n'est pas qu'une réflexion technique, c'est aussi une réflexion politique, une réflexion pédagogique sur l'aménagement des enseignements qui accroît la spécificité de la pédagogie de l'apprentissage. Je pense que c'est aussi dans la finalité de la loi d'aller dans ce sens-là. En tout cas, la demande des partenaires sociaux est forte parce qu'évidemment, comme il y a un contexte financier délicat, tout le monde essaye de s'assurer que les financements sont les plus justement répartis et plus en adéquation avec aussi la finalité de l'emploi, qui est une finalité forte dans l'apprentissage. Alors, nous ne sommes pas tout seuls à réfléchir. Le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Agriculture réfléchissent avec nous de manière à ce que nous puissions avoir des positions communes qui nous évitent d'avoir une distinction entre scolaire et supérieur qui est un peu souvent des lignes de fracture qui nous sont faites par d'autres acteurs, mais sur lesquelles nous, on a intérêt à avancer de concert, de manière rationnelle. Donc, on aura sans doute, je ne sais pas encore vous dire exactement l'horizon, mais le travail est engagé pour qu'il y ait un texte d'application de la loi sur cet enjeu du financement des classes mixtes. On essaiera de s'assurer que c'est une solution qui n'est pas rédhibitoire pour nos établissements et c'est une solution à trouver qui doit être aussi respectueuse de l'autonomie des établissements, puisqu'évidemment, tout ça n'est pas sans impact sur la manière dont vous organisez l'apprentissage, j'allais dire, sur le terrain et dans vos établissements. Dernier élément que je vous donne, c'est, alors j'ai déjà commencé à l'évoquer, il y a un calendrier de travail qui est à la fois entre l'État et les partenaires sociaux. Il y a un groupe de travail dans lequel ils ont formulé des propositions. Ce qui m'a semblé, moi, très intéressant et qui me semblait être parfois nouveau par rapport à certains discours que l'on peut entendre ici ou là, c'était un discours qui était, le souci que, quelles que soient les régulations financières qui vont devoir être faites pour garantir la soutenabilité du financement de l'apprentissage à moyen terme, on soit bien sur la dynamique de développement de l'apprentissage, parce que chacun se félicite de cette évolution que l'on connaît. 2, que ce ne soit pas des méthodes mécaniques, mais que ce soit des méthodes qui sont fondées sur la réalité aussi des comptabilités, la réalité des enjeux et des besoins des entreprises. Donc, on aura sans doute, nous aussi, à avoir ce dialogue avec les branches, avoir ce dialogue avec les opérateurs nationaux pour faire valoir la diversité de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur. Et j'allais dire ce que je n'ai pas entendu hier de la part des partenaires sociaux et que parfois on entendait, je n'ai pas eu non plus d'approche qui découpe entre les niveaux de diplôme. J'ai eu des approches qui étaient plutôt fondées sur les secteurs d'activité plutôt que sur les niveaux de diplôme, sous-entendu le master notamment qui est visé lorsqu'on parle de ces questions de niveau. Le travail va se poursuivre entre l'État, ministère du Travail et les partenaires sociaux sur toute la fin de l'année 21 et 2022 avec des objectifs d'application, je vous dis, à la rentrée 2022 de ces nouveaux
niveau de prise en charge des coûts dans les établissements. Je pense qu'en tout cas, le travail, et je l'ai entendu hier, tout le travail que vous conduisez avec Rodolphe, avec tous les collègues, est un travail essentiel qui permet de documenter, d'objectiver et qui nous permet aussi de pérenniser dans un objectif de développement de l'apprentissage auquel la ministre est très attachée, qui est très sensible dans vos établissements, on le sait, et sur lequel on voit qu'il y a des résultats positifs en termes d'insertion, en termes d'accès au premier emploi, en termes de rémunération également. Donc voilà, ce sont des dynamiques positives qu'il s'agit de conforter dans le temps. Voilà, je te rends la parole, Rodolphe. Un grand merci, Jérôme, pour ces propos introductifs complémentaires avec ceux d'Anne-Sophie. Je voudrais vous remercier tous les deux d'avoir su vous libérer pour cette session finale avec les collègues qui ont travaillé tout au long de cette année. Je propose du coup peut-être juste une petite information en complément de ce que tu viens de dire avant de laisser la parole à Jean-Serge pour compléter ce démarrage. Juste à informer les collègues qui sont connectés que le travail avec les partenaires sociaux, il est aussi lancé à travers ce que la DGSIP met en place, c'est-à-dire des groupes de travail avec les OPCO. Et il y en a un qui est consacré à l'apprentissage où peuvent s'exprimer justement toute une série de problématiques, évidemment, qui vont être aussi nourries par la réflexion des branches qu'on devrait retrouver et qui nous permettront d'avancer aussi point par point tout au long de l'année 2021-2022 et trouver aussi un certain nombre de clés et d'outils pour pouvoir continuer le travail en faveur de la dynamique de l'apprentissage en dépit des contraintes que tu as rappelées et qui sont évidemment très importantes. Voilà, un grand merci Jérôme. Je ne sais pas si Anne-Sophie est encore connectée. Merci aussi Anne-Sophie. Jean-Serge, je te laisse compléter ces propos introductifs et puis après on va dérouler. Très bien, merci beaucoup Rodolphe et effectivement un grand merci à Anne-Sophie Barthès et Jérôme Teilhard qui nous ont vraiment énormément éclairé sur les enjeux stratégiques et puis les perspectives. C'était d'autant plus intéressant qu'on a eu un enchaînement de réunions qui était plus technique. Donc cette réunion conclusive est vraiment intéressante puisqu'elle permet maintenant de prendre davantage de recul et des hauteurs et aussi de comprendre pourquoi cet exercice de calcul des coûts, dans quelle dynamique il s'inscrit. Avant de vous annoncer un petit peu le déroulé des interventions, j'associe également les remerciements de la DGSIP aux collègues de l'AMU, donc Alain Fayolle évidemment et Jean-Robert Petit, à nos collègues de la DGSIP, donc Rodolphe, je crois que c'est déjà fait, et puis Fabienne Poulard également, Catherine Thibault qui travaille avec moi à la mission expertise conseil, Florian Stalophane qui est à la sous-direction de l'immobilier, et puis évidemment les collègues des établissements, Dominique Kervadec alors qui va intervenir juste après, qui était en fait notre politique. Sachez que quand on fait les visios avec vous, ces visios de 2 heures, ça nous demande environ, alors c'est pas 4 fois plus de temps de préparation, c'est pas comme quand vous faites des cours, mais c'est, on va dire, 2 fois plus de temps, puisqu'on y passe 2 heures avant et 2 heures après. Et on fait ça le matin. Parfois, il fait nuit et il pleut, ça arrive quelquefois encore. Pas nuit, mais il pleut en tout cas, donc assez tôt le matin. Et donc, c'est du temps de préparation. Et donc, un grand merci aux collègues. Donc, j'ai cité Dominique Hervadec, les collègues de la DGSIP de l'AMU et les collègues d'établissement. Donc, nos collègues alors, des universités ligériennes, Dominique Bopin de l'Université d'Angers, Lindia Allaire de Nantes, Université de Nantes, Olivier Landais de Le Mans Université, et puis les collègues des autres établissements, Valérie Canas de l'Université Paul Valéry, Montpellier 3, Marilène Bellien de l'Université Clermont-Auvergne, Éric Bricou de l'Université Polytechnique de France, et alors Christian Roussel qui faisait partie de l'Université de Rouen, mais qui a fait valoir ses droits à la retraite, mais en tout cas qui a aussi fortement contribué à notre petite équipe de travail qui est vraiment très précieuse et qui nous permet finalement de vous proposer ces différentes formes d'accompagnement. Alors, concernant le déroulé de cet après-midi, donc une présentation par Dominique Kervadec, vous le savez, qui a une très longue expérience de vice-président de conseil d'administration à l'Université de Caen-Normandie, mais il se présentera certainement lui-même, avec Rodolphe Dalle également qui interviendra, suivi d'une présentation par Catherine Thibault de la mission expertise conseil de la DGSIP et de Fabienne Poulard du département du l'information emploi, sur un tableau de remontée des coûts. Alors, j'en dis pas plus. Et puis, on aura après peut-être différents points d'information
un peu plus spécifiques sur la certification ou pas par un commissaire aux comptes, la lettre qu'on a déjà mis à disposition pour écrire à vos CFA pour la remontée des coûts. Et puis, on terminera par les perspectives qu'on vous propose pour la prochaine campagne de remontée des coûts à France Compétences, avec notamment déjà un point de rendez-vous que nous avons calé à la rentrée d'octobre. Voilà, je ne sais pas si mes collègues souhaitent ajouter quelque chose ou si on passe directement la parole à Dominique Kervadec. On peut peut-être poursuivre, Jean-Serge. Très bien. Eh bien, Dominique, à toi la parole. Merci Jean-Serge. Donc, je voulais juste valider le fait que ça soit bien à l'écran. Là, j'ai partagé mon écran. Impeccable, Dominique. On le voit, d'accord, parfait, super. Bonjour à tous. Donc, je pense que l'introduction a été faite. Jean-Serge m'a présenté. Donc, j'ai effectivement été vice-président du conseil d'administration de l'université de Caen-Normandie pendant 2 mandats, même un peu plus de 2 mandats, rigoureusement. Et donc, j'ai participé à ce groupe en tant qu'expert avec quelques autres experts qui sont toujours aussi en fonction dans l'établissement. Et donc, ce que je vais vous présenter là à travers 12 diapos, en fait 10, puisqu'il y en a une d'introduction et une de conclusion, c'est un peu le cheminement que nous avons fait ensemble au cours de ces 6 réunions. Et puis aussi, finalement, les réflexions que notre groupe aussi a pu mener, parce que vous nous avez beaucoup interpellés. Finalement, vous nous avez bousculés parfois aussi. Et donc, du coup, ça nous a amené aussi à réagir, parfois à permettre à Rodolphe notamment aussi d'intervenir au niveau de France Compétences pour essayer de faire avancer les choses. Donc, c'est tout ça qu'on veut retracer dans cette petite présentation. Puis, ça va donner lieu à un petit document écrit qui est en cours de rédaction, qui a servi à faire ce petit diaporama, et qui, je pense, pourra vous être diffusé, du moins c'est ce qu'on envisage pour l'instant. Donc, n'hésitez pas aussi à intervenir tout à l'heure parce que dans les échanges, parce que ça va encore enrichir cela, et je pense qu'il y a vraiment un enjeu important pour essayer de bien tracer tout le travail que l'on fait ensemble et toute cette évolution. Alors, donc, c'est une démarche collective, on en a parlé, c'est 126 établissements qui ont participé au cours de ces 6 visioconférences, webconférences, ateliers entre le 17 mars et le 21 juillet, 393 personnes inscrites, donc plusieurs par établissement, ce qui a permis aussi d'avoir une certaine continuité. Donc je pense que ce qu'on peut déjà dire lorsqu'on voit ça, et ça résonne un peu par rapport aux propos introductifs qu'on a entendus, c'est qu'on a une vraie appropriation du sujet de l'apprentissage par l'enseignement supérieur et la recherche publique, et enfin du moins pour ce qui nous concerne. Et puis, dans des moments où ce n'est pas évident, puisque déjà en formation initiale sous statut étudiant, on a déjà une augmentation des effectifs, au moins dans le cas des universités, qui est importante. Donc, en plus de cette augmentation des effectifs, on se positionne aussi sur la formation par apprentissage. Et puis, dans des équipes pédagogiques dont le volume est au mieux constant aujourd'hui, vous le savez bien. Donc, ça montre bien l'intérêt que l'on porte, je crois, déjà à l'apprentissage, à cette formation-là, pour toutes les raisons que Anne-Sophie Barthès a bien présentées au départ. Alors, si on constate que beaucoup d'universités ou d'établissements, plutôt, c'est pas qu'université, écoles, instituts et universités n'ont pas encore développé finalement une vraie comptabilité analytique, on voit néanmoins que le projet connaissance des coûts des activités mises en œuvre par la DGCIP et pilotées par Jean-Serge a apporté ses fruits déjà dans cette démarche, puisque c'est ça qui a permis finalement d'avancer assez rapidement dans ce projet de remonter des produits et des charges liées à la formation par apprentissage. Alors que 80% finalement des établissements ont aujourd'hui entré dans PDECA, donc les 20% qui restent, si j'ai bien compris, ça va venir avec la dernière vague qui est concernée. Voilà, donc la présentation est structurée autour de ces 3 points. Donc, vous allez voir que ça va aller très vite finalement. Donc, un point sur la montée en compétences des établissements, parce que je pense que ça a été assez remarquable ce qu'on a vu autour des 4 mois. Un point sur l'impact des organisations, parce qu'on voit bien que c'est un sujet assez important finalement dans cette question qui nous anime. L'enjeu des coûts complets, c'est presque plus un rappel, mais c'est important de bien repositionner les choses. Puis on terminera par un 4e point, et là c'est Rodolphe qui reprendra la parole, puisqu'on va vous parler un peu de perspective, de toutes les idées, de tous les éléments que l'on met un peu dans la marmite de la réflexion pour continuer à avancer.
Alors, je commence tout de suite par la montée en compétences des établissements. Souvenez-vous, au départ, nous avions 3 ateliers. 3 ateliers sur 3 niveaux. Chacun s'était auto-positionné sur le niveau débutant, intermédiaire, avancé, selon l'expérience qu'il y avait dans l'établissement, notamment en matière de comptabilité analytique ou tout simplement de connaissance des coûts. Sur ces 4 mois, on a pu voir finalement le contenu de ces ateliers évoluer, converger, ce qui fait que la dernière fois, on n'a fait qu'un seul atelier au bout du compte, parce que les questions devenaient suffisamment similaires, ce qui montre finalement que chacun a pu évoluer, surtout finalement grâce aux échanges qu'il y a eu entre chaque établissement. Moi, j'ai encore en souvenir certains d'entre vous qui prenaient la parole finalement pour venir répondre aux questions d'autres collègues de d'autres établissements. Et c'est toute la richesse finalement de cet accompagnement qui a été fait au cours des 4 mois. Et tout ça pour remonter des données à France Compétences, je pense de qualité, dans un cadre où pourtant, ça va vous faire sourire, où les règles ont été évolutives. C'est vrai que nous avons vu au fur et à mesure de ces 4 mois parfois des éléments nouveaux apparaître, des petits changements à l'initiative de France Compétences apparaître. Donc, ce qui nous a parfois un peu bousculé, nécessité de revoir un peu les données que l'on remontait, ou pas d'ailleurs, parce que c'est toujours chacun qui choisit. Alors, ces règles-là ont évolué parce qu'on est aussi intervenu, parce que parfois on a fait remonter finalement des interrogations, des incompréhensions, des suggestions pour que les données qui remontent soient beaucoup plus fidèles. Donc, cela est fait, on est arrivé au bout. Donc, il nous reste maintenant quand même à observer l'homogénéité des données qui sont remontées. Ça, c'est encore un travail à venir. Et donc, tout à l'heure, l'intervention de Catherine et de Fabienne va aller dans ce sens-là. Donc, c'est bien de connaître l'homogénéité de ces données. Il peut y avoir hétérogénéité, ce n'est pas choquant en soi, puisque une démarche de connaissance des coûts, une démarche de comptabilité analytique, c'est une démarche propre à l'établissement pour son propre pilotage. Donc, il y a inévitablement des choix qui sont faits et qui induisent des petites différences. Ça ne change pas le coût complet. Ça peut changer la ventilation des coûts au sein du coût complet. C'est ça qui est important, mais je pense que c'est important de bien connaître ces différences toujours pour qu'on puisse aller plus loin dans les explications et dans la remontée des informations aussi aux financeurs au bout du compte. Alors, la diapo suivante. Dans ce travail, je pense qu'on a bien noté l'implication très très forte des contrôleurs de gestion, c'était la cheville ouvrière, et qui ont bien su donner à la fois la qualité des informations attendues et aussi de donner du sens à cette information, du sens à cette donnée. Et moi, c'est ce que j'ai pu voir à chaque fois, c'est qu'on ne se contente pas de donner des chiffres. Dans les échanges qu'on a eus, c'était mais qu'est-ce que ça porte comme sens? Et effectivement, c'est essentiel dans cette démarche de pouvoir donner du sens. Donc, surtout, il faut continuer dans ce sens-là. Je citerai 2 éléments qui sont très structurants pour la démarche et qu'on a vu aussi vraiment se transformer au cours des 4 mois. Alors peut-être que ce n'est pas encore approprié par tout le monde, mais on est tous sur le chemin. Premièrement, c'est une approche établissement. C'est-à-dire que ce calcul, ces remontées de données se font à l'échelle de l'établissement. Là où encore, il y a quelques mois, quelques années, un peu plus loin, ça se faisait parfois par composante, par département de composantes. Et là, on voit qu'il y a une appropriation globale, et ça, c'est très important pour être en mesure de remonter vraiment le coût complet. Et puis, le deuxième élément qui m'a semblé aussi important, on nous l'a remonté plusieurs fois en nous disant, ben oui, mais quand les règles changent, on est obligé de faire revalider par la gouvernance. Et ben, ça, c'est génial. Ça, c'était effectivement, je pense que ce qui est essentiel, c'est que la gouvernance s'implique dans ce qui est remonté. Excuse-moi, Dominique. Oui. Juste, il y a un deuxième bruit tout le temps. Oui, je pense que je ne suis j'entendais pas le aussi dans seul mon à oreille. l'entendre. Donc, ce serait vraiment bien si tout le monde pouvait éteindre son micro. Voilà, ça doit Désolé. être fait. C'est vrai que je l'entendais dans l'oreille aussi. Donc, c'est l'importance de la sollicitation de la gouvernance, que la gouvernance s'intéresse finalement à ces remontées pour toutes les raisons qu'on a indiquées tout à l'heure et que je vais aussi développer sur l'appropriation politique. Et le dernier élément qui correspond à la montée en compétence des établissements, voilà, c'est très confortable, là j'ai plus de bruit, c'est bien. Merci Florian. C'est le système d'information décisionnelle. On voit bien que la qualité de la donnée est un enjeu important. La qualité de la donnée sera là lorsque la donnée est partagée dans l'établissement, lorsqu'elle est unique, lorsqu'on la trouve à un seul endroit,
et lorsque les différents acteurs peuvent y accéder et la voir, tout simplement. Et ça, c'est l'enjeu du système d'information décisionnelle dans les établissements. C'est également un chemin sur lequel tout le monde s'est mis en place, hein, commence à cheminer. C'est là où encore, je pense que c'est perfectible, on peut encore améliorer, mais c'est important d'avoir entamé le chemin. Et ça facilitera à chaque fois la remontée des données, ça facilitera la disponibilité d'indicateurs, et donc ça facilitera le pilotage de l'apprentissage, puisque c'est de ce qu'on en parle, mais c'est de toutes les autres activités d'établissement. Donc, ce n'est pas que du financier, c'est également les effectifs, par exemple, en formation, selon les différents statuts. En fait, c'est tout ce qu'on veut et qui facilite la connaissance de l'état à un instant donné et donc de définir les améliorations à venir. Deuxième point, au-delà de la montée en compétences qu'on a pu observer, c'est l'impact des organisations. Et là, on voit bien que c'est peut-être aussi une spécificité finalement de notre monde de l'enseignement supérieur, ce qui fait la richesse, hein. C'est le fait qu'on a différentes organisations. On a un ensemble d'établissements là présents qui sont organismes de formation par apprentissage eux-mêmes. Donc, c'est 26% de ce qu'on a dénombré. C'est-à-dire que c'est eux qui reçoivent finalement les financements des OPCO, hein, donc c'est eux qui envoient les contrats d'apprentissage aux OPCO. Ensuite, il y a des établissements qui font appel à un CFA partenaire, donc un CFA extérieur à l'établissement. Donc, c'est ce CFA qui reçoit les financements des OPCO et qui vont reverser une partie aux établissements sous production de factures. Et puis, il y a des établissements qui combinent les deux, parce que historiquement, les formations se sont développées suivant les deux modèles, souvent initialement avec des CFA partenaires, et puis certains établissements, écoles, instituts, universités, se sont mis à le porter par eux-mêmes, et donc on a coexistence de l'ensemble. Donc c'est tout ça qu'on a rencontré aussi, et c'est tout ça qui a fait qu'on avait finalement des questions parfois différentes, au moins au premier abord. Alors, dans ces organisations qui sont différentes, en plus, on a des mixités au sein de ces organisations. Parfois, un même établissement qui est unité de formation par apprentissage, c'est-à-dire qui contractualise avec un CFA extérieur, contractualise avec plusieurs CFA extérieurs. Parce que historiquement, dans son territoire, il y a plusieurs CFA partenaires qui interviennent sur le même champ et qui font appel à la même formation. Donc, on peut avoir dans une même formation, dans une même UFA, des apprentis qui sont rattachés à plusieurs CFA. Et puis, il y a aussi une mixité, ça on le voit souvent d'ailleurs, et c'est ça qui peut être aujourd'hui sujet d'un débat, une mixité dans les modalités de formation entre statut étudiant, statut apprenti, voire même statut formation continue. Donc, des étudiants, des apprenants qui ont ces différents statuts qui sont mélangés. Alors, sur ce point-là, il faut être vigilant, je pense, sur la détermination des coûts. Puisque lorsqu'on fait un mixage de l'ensemble, on va avoir des financements qui vont venir suivant l'origine des publics. Particulièrement lorsqu'on a un apprenti, deux apprentis, quelques apprentis, donc une minorité dans un groupe, on peut penser que le coût lié à ces apprentis s'apparente plus à un coût marginal, c'est-à-dire que ce qui coûte vraiment, c'est l'accompagnement de l'apprenti en plus des cours qui sont dispensés globalement à l'ensemble de la promotion. Alors, ça peut être vrai lorsqu'il y a très peu d'apprentis, mais attention à cette approche. Premièrement, c'est peut-être qu'un amorçage, c'est-à-dire qu'on commence à installer une formation par apprentissage et on commence avec un ou deux apprentis. Donc, ensuite, le nombre d'apprentis va augmenter, il va devenir dominant dans le groupe. Donc, bien faire comprendre à France Compétences que comme ce n'est qu'un amorçage, cela ne peut être pérennisé en termes de coûts. C'est la première chose. Attention également à la notion de seuil. Lorsqu'on rajoute des étudiants dans un groupe, on peut dédoubler les TD, les travaux pratiques. Et là, l'évolution donc du coup n'est pas linéaire, elle se fait par seuil. Donc, grande vigilance sur ce point-là. Et troisième sujet, c'est lorsque on est dans une mixité où ce sont les étudiants sous statut étudiant qui sont
en nombre minoritaire, et que c'est majoritairement des apprentis, eh ben, c'est bien le groupe apprenti qui porte globalement le coût de la formation. Donc là, on n'est plus du tout sur un calcul de coût marginal, on arrive bien dans le coût complet, et c'est ça qu'il faut affirmer aujourd'hui, hein, dans la remontée des coûts, la remontée des dépenses que l'on peut faire. Autre élément un peu aussi pour aller dans ce sens-là, pour expliquer, parce qu'on voit que quand on travaille avec des CFA partenaires, il y a des facturations qui sont faites en fait aux CFA partenaires, et que parfois on peut s'interroger sur ces facturations parce qu'on se rend compte qu'elles ne représentent pas le coût complet. Alors, il ne faut pas oublier l'histoire. À un moment donné, il faut bien se souvenir que beaucoup de ces formations sont nées finalement avant deux grandes réformes. La première, c'est la loi du 5 septembre 2018, finalement, qui généralise l'apprentissage, ou du moins qui la renforce, qui la développe de manière extrêmement forte, y compris dans l'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'auparavant, ceux qui ont développé de l'apprentissage, ils étaient plutôt expérimentateurs, un peu c'était presque un acte militant de le faire. Donc, ça s'est fait dans d'autres conditions. Et donc, les établissements d'enseignement supérieur se sont mis en soutien de cette démarche pour voilà, introduire l'apprentissage. Donc, ce qui pouvait justifier qu'on apportait aussi un soutien financier quelque part. Hein. Donc, c'est aussi dans ce cadre-là que la contractualisation financière avec le CFA a pu se faire. Et la deuxième chose, c'est le passage, c'est la LRU, et donc le passage aux responsabilités et compétences élargiques, qui s'est fait pour les établissements entre 2010 et 2012 à peu près, même 2013 pour les dernières universités. Eh ben, avant, il n'y avait pas connaissance aussi fine que l'on avait aujourd'hui, que l'on a aujourd'hui sur toute la dimension masse salariale. Aujourd'hui, on sait précisément faire ces calculs et arriver au coût complet qui englobe la dimension de la masse salariale. Donc, il n'y avait pas la même pertinence ou la même précision sur les coûts. Donc tout ça pour dire qu'il faut avoir une très grande vigilance lorsqu'on remonte les coûts, les éléments en fait aux CFA partenaires qui sont chargés de remonter les informations à France Compétences. Il faut être vigilant pour que l'ensemble de nos coûts, de nous, établissements publics, soit bien remonté et non pas simplement ce qui a fait l'objet d'une contractualisation et qui souvent ne représente qu'une petite partie. Donc ça, c'est vraiment un point sur lequel il faut qu'on travaille encore et qu'on affirme. Et dernier point pour terminer sur ça, c'est vraiment l'enjeu des coûts complets, mais finalement, ça correspond bien à l'introduction de Anne-Sophie Barthez sur le départ, sur les 4 points qu'elle retient finalement pour justifier de notre mobilisation sur l'apprentissage. Ouais, on en a retenu 2 là, qu'elle a cité également. Hein, c'est offrir des meilleures modalités pédagogiques pour des jeunes qui, sans cela, ne seraient pas entrés dans l'enseignement supérieur, ou qui, sans cela, n'auraient pas fait des formations longues jusqu'à Bac+5. Donc ça, c'est loin d'être négligeable et c'est vraiment une motivation forte. Et la deuxième chose, c'est aussi répondre à des besoins particuliers de formation, de compétences qui sont exprimés par les acteurs socio-économiques. C'est-à-dire qu'on peut être amené à développer des choses beaucoup plus en réponse à leurs besoins. Et c'est ça qui conduit, vous voyez, avant d'être comment dire, un dispositif qui apporte des moyens, c'est d'abord un dispositif qui apporte une autre façon de réaliser notre mission, l'une de nos missions, hein, c'est-à-dire la formation. Donc, c'est bien un choix politique pour atteindre ces 2 objectifs. Et donc, lorsque on prend en compte les coûts complets, donc les coûts complets, c'est-à-dire les heures d'enseignement, et derrière les heures d'enseignement, c'est la masse salariale des enseignants qui interviennent, hein, ce n'est pas la valorisation en termes d'heures complémentaires telle qu'on connaît souvent, c'est bien la masse salariale des enseignements, mais c'est aussi les notions d'accompagnement pédagogique, c'est aussi toutes les fonctions support qu'il peut y avoir, c'est-à-dire que lorsqu'on recrute des enseignants, lorsqu'on recrute des vacataires, eh ben, il faut bien les recruter et puis mettre en place leur paiement, c'est la chaîne financière, c'est le fait de faire les dépenses ou de recevoir les recettes. Et vous savez que dans la réforme, ça a multiplié les contacts avec les OPCO. On a beaucoup plus finalement d'interlocuteurs que l'on pouvait avoir auparavant. Donc, il faut leur rendre compte pour obtenir le financement. Il faut faire les factures. Donc, tout cela aussi induit finalement
des dépenses supplémentaires, c'est la certification Calliope qui va être demandée, c'est les questions de logistique immobilière avec parfois des locaux dédiés pour des groupes d'apprentis de façon à ce qu'ils aient un lieu où ils se retrouvent, où ils savent qu'ils vont être dans un environnement connu. Donc tout ça fait qu'effectivement, il faut bien faire remonter le coût complet. Et lorsqu'on voit cette approche-là, c'est aussi une façon d'affirmer finalement la vision politique que l'on a. C'est parce qu'on a des moyens qui sont globaux, qui sont presque autonomes finalement pour l'apprentissage, qu'on peut développer une vraie pédagogie, hein, comme on l'a dit aussi tout à l'heure. Et le deuxième point derrière ça, qui est un point un peu critique, là, c'est l'enjeu des investissements. On ne peut pas imaginer faire une formation professionnelle, une formation aussi surtout technologique, sans avoir des équipements de mise en situation de nos étudiants, de nos apprentis. Et même la qualité de ces installations va garantir la qualité de la formation. Et donc, effectivement, il faut que ces investissements soient pris en compte dans le coût complet. Et donc, ils ne peuvent être pris en compte que dans le cadre des amortissements de ces installations. Et là, il y a une vraie question aujourd'hui de savoir finalement quelle est la durée de l'amortissement. Et pour l'instant, vous savez, dans le Code du travail, il est bien mis que c'est sur 3 ans, que ne peuvent être considérés que les amortissements d'une durée de 3 ans. Alors, exceptionnellement, ça a été porté à 5 ans, mais là, sur ce point-là, c'est important parce que on le sait bien que sur les matériels informatiques, 3 ans, ça colle assez bien. Maintenant, lorsqu'on fait des équipements de travaux pratiques, je ne sais pas, en chimie ou en mécanique, c'est des investissements plus lourds et qui, généralement, sont investis sur des durées plus longues parce que c'est des équipements aussi qui vont avoir une durée de vie plus longue. Donc là, il y a une vraie question. Ça met en jeu la notion d'équilibre, hein, du budget d'établissement également. Donc là, il y a un vrai point encore à travailler sur cette question des durées d'amortissement. Et d'ailleurs, c'est bien une question qui est revenue de manière récurrente dans les échanges que nous avons eus. Donc voilà un peu pour ces trois thèmes qui ont vraiment été au cœur de nos discussions, hein. La montée en compétences, donc on a constaté, l'impact des organisations et l'enjeu des coûts complets. Et de cela, on va retirer finalement quelques perspectives, et c'est sur ce point-là que je vais passer la parole à Rodolphe pour qu'il puisse nous présenter un peu les éléments de réflexion supplémentaires. Voilà, Rodolphe, à toi. Je continue à piloter les diapos, il n'y en a que 2, mais tu peux y aller. Un grand merci, Dominique. C'était, je pense, un bilan d'une grande richesse avec des liens avec les propos introductifs qui permettaient de remettre en perspective en fait l'ensemble des éléments qui ont été travaillés tout au long de ces mois ensemble. Donc, un grand merci pour cette super synthèse. Alors, sur les conclusions et les perspectives, et en tous les cas sur les perspectives, peut-être ne pas être trop long, mais juste développer quelques points. Réaffirmer l'importance d'un pilotage qui finalement prenne en considération l'ensemble des éléments sur lesquels l'apprentissage doit interroger les fonctionnements des établissements. La politique d'insertion professionnelle, la relation partenariale et la place de l'établissement dans son écosystème à l'intérieur de son territoire. Évidemment, la transformation pédagogique des formations, Anne-Sophie Barthez en a parlé, et finalement se dire que l'entrée par les coûts, c'est la première brique à une réflexion politique stratégique du pilotage. Quand on prend, alors comparaison n'est jamais raison, mais quand on prend les outils de pilotage d'une organisation, on a souvent du pilotage par les coûts, par la qualité, par les délais. Et il est vrai que la question du pilotage par la qualité et donc par les enjeux de l'apprentissage, c'est quelque chose qui doit être investi au niveau des établissements. Et les coûts sont la traduction de la manière dont chaque établissement s'approprie les enjeux, à la fois en interaction avec son environnement, avec son écosystème et en même temps à l'intérieur même de son organisation, dans la construction du dialogue avec chacune de ses composantes. Et de ce point de vue-là, les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, lorsqu'ils existent, lorsqu'ils sont en place, peuvent être un vecteur utile pour travailler finalement à ce pilotage. Et puis aussi dans la relation partenariale avec les CFA, notamment les CFA hors les murs, pour que dans les conventions, eh bien, les enjeux soient aussi traduits, parce que finalement, les conventions ne sont jamais que la traduction des enjeux de la relation partenariale.
relation partenariale qui s'exprime aussi avec un volet coût, mais qui doit s'exprimer aussi avec d'autres ambitions et d'autres aspects. Ça fait partie évidemment des éléments qu'on va aborder, je pense, dans les mois à venir et sur lesquels on va devoir travailler ensemble aussi pour aider chacun des établissements à partager, à échanger sur la manière de faire, sur la manière de construire des outils qui permettent d'engager ce pilotage. Évidemment, pas d'intervenir sur les choix stratégiques de chaque établissement, mais bien sur la manière dont chaque établissement peut s'appuyer sur un certain nombre d'outils pour les déterminer, les faire vivre et créer une cohérence générale avec le pilotage par les coûts qu'on a abordé cette année. Il est important aussi de dire dans les perspectives qu'on a besoin de stabilité dans cette transformation qu'a évoqué Jérôme Teilhard, dans cette révolution qu'a évoqué Jérôme Teilhard et qu'Alain Fayolle, que je salue à nouveau, aime bien évoquer. Voilà, il faut une certaine forme de stabilité, éviter les à-coups et que les transformations soient durables et qu'elles puissent finalement s'appuyer sur un certain nombre de choses solides. C'est aussi ce qu'on essaye de construire. Vous avez bien vu que les choix qui consistaient à appuyer notre travail sur les coûts, sur la méthodologie PDCA, c'était une façon justement d'aller chercher de la solidité et d'aller chercher des choses dans la constance et dans la durée longue plutôt que dans l'opportunité de la coût. Voilà, ou dans l'opportunité de la chose à livrer à l'instant T. Et c'est aussi ce qu'on défend dans le travail interministériel qu'évoquait Jérôme en introduction, en disant les transformations, elles ont besoin de s'inscrire dans la durée, elles ont besoin d'être soutenues dans la durée pour que les conversions soient complètes et que du coup, on puisse cranter à certains égards, dans une vraie logique d'amélioration continue, les choses. Donc, un engagement qui se construit dans la durée avec des équipes pédagogiques qui sont en train de faire des conversions absolument remarquables. Et je pense qu'il faut vraiment dire à quel point l'enseignement supérieur est dynamique, certes, sur la démographie de l'apprentissage, mais aussi sur l'appropriation pédagogique et l'appropriation de la relation avec l'écosystème. C'est évident que dans les perspectives, le travail en externe implique qu'on ait évidemment des coûts complets qui soient apparents, pleinement apparents et pleinement pris en compte par les acteurs. Alors, aussi bien du côté de France Compétences, et on va travailler, on a beaucoup travaillé, alors on a cité beaucoup mon nom, mais je voudrais vraiment réinsister sur le fait que ce soit un travail totalement collectif, absolument collectif, avec Jean-Serge, avec les collègues de la DGSIP, les collègues des établissements, pour discuter avec France Compétences, pour faire évoluer, un peu dans notre sens aussi, les changements de règles qui se sont établis au fur et à mesure et que tu as rappelé, Dominique, tout à l'heure. Donc, on a beaucoup œuvré, on va continuer à le faire pour que les coûts complets apparaissent et qu'ils soient véritablement un outil dans la gestion de l'apprentissage, dans la gestion des coûts de l'apprentissage, dans la gestion du financement de l'apprentissage, que ce soit évidemment pas forcément quelque chose d'adéquationniste dans la logique. Un coût égal à un niveau de prise en charge, puisqu'il y a aussi dans la loi à venir la volonté d'avoir un pilotage finalement des compétences par les branches, avec de l'incitation. Il ne s'agit pas d'être forcément orthogonal avec la loi, mais il s'agit de dire qu'on ne peut pas faire sans des éclairages qui prennent en compte la totalité du paysage et la totalité de la photographie. Ce serait ennuyeux qu'on n'ait qu'une partie de la photo. C'est comme, vous savez, quand ces familles se déchirent et qu'on déchire les photographies, qu'on voit apparaître une main, mais tout le corps a disparu. Eh bien, voilà, le corps fantôme de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur, il faut absolument qu'on lutte contre ça et qu'on soit capable de dire, d'exprimer la totalité des groupes et des barrières. Et peut-être évidemment, il est utile et important de redire aussi que notre objectif, ça n'est pas de dégager des marges financières. On n'est pas dans une recherche de profit. Si on défend les coûts, la prise en charge des coûts de l'apprentissage et leur visibilité, leur lisibilité, c'est aussi dans une logique d'équité auprès des partenaires sur les territoires.
Il est bien évident que certaines PME, par exemple, il est bien évident que dans certains territoires qui sont économiquement plus en difficulté à certains moments, et on sait que ça varie d'un moment à l'autre aussi. Alors, il y a bien sûr des choses un peu structurelles, mais il y a aussi des choses conjoncturelles. Et de ce point de vue-là, la crise sanitaire a donné des illustrations tout à fait marquantes sur ce sujet-là. Eh bien, on sait aussi que si on a des restes à charge importants pour les entreprises, dans le cadre de l'apprentissage pour l'enseignement supérieur, eh bien, ce sera difficile d'avoir une dynamique de l'apprentissage qui sera maintenue. Et donc, l'enjeu, il est bien là, il est le maintien de la dynamique dans une logique aussi de responsabilité, de soutenabilité financière. Je répète, nous ne sommes pas dans le secteur marchand, nous ne cherchons pas à faire un bénéfice, mais par contre, nous cherchons à faire en sorte que la soutenabilité de nos formations soit assurée et qu'elles permettent de répondre aux enjeux qu'Anne-Sophie Barthez, en démarrage de séance, a présenté. La démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur est un enjeu et le financement de l'apprentissage, évidemment, a un lien direct avec cet enjeu. Vous le comprenez, bien entendu. Donc, ce sont des questions d'équité territoriale, d'équité vis-à-vis des entreprises, d'équité aussi vis-à-vis de l'accès à l'enseignement supérieur. Donc, ces enjeux sont des vrais enjeux collectifs de cohésion sociale et territoriale qui nous animent et qui nous intéressent. Voilà, donc je crois, peut-être pour conclure sur ces points-là, qu'il est important de dire qu'on a besoin absolument d'une vision transparente du fonctionnement de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur, qui soit aussi, du coup, la marque de la reconnaissance de cette dynamique et qui permette de soutenir cette dynamique durablement et de faire en sorte qu'elle puisse s'épanouir pleinement pour poursuivre les enjeux qui ont été rappelés en début de séance. Alors, je pense que c'est le moment où on passe peut-être ouais, c'est ce que j'allais demander, aux questions liées à la remontée des coûts, mais peut-être avant ça, on a peut-être quelques questions. Je n'ai pas regardé le chat. Rodolphe ? Oui. Rodolphe ? Oui, Alain. C'est Alain. Rebonjour. Je propose de lancer un petit sondage rapidement parmi nos participants pour savoir quelle est la position de leur établissement pour animer et gérer l'apprentissage. Alors, je l'ai fait et je remercie ma collègue qui a visiblement un petit peu plus de droit que moi pour faire ça et qui s'est connectée avec Zoom. Je vous propose donc 3 choix. Soit votre établissement est OFA et n'a pas de CFA partenaire. Donc, ça veut dire soit il gère l'apprentissage uniquement pour son propre compte et c'est uniquement lui qui rend des comptes directement auprès de France Compétences, par exemple. Deuxième proposition, votre établissement est OFA, mais a aussi plusieurs CFA partenaires, ou même un seul CFA partenaire. Donc, il est OFA et il travaille avec un FormaSup pour d'autres formations, par exemple. Et troisième et dernière proposition, votre établissement travaille uniquement avec un ou des CFA partenaires et ça veut dire qu'il n'est jamais en situation de responsabilité complète et totale sur l'apprentissage. Jean-Serge, tu voulais compléter quelque chose? Je te vois réapparaître à l'écran. Non, pas du tout. Donc alors, j'imagine, Alain, que tu vas avoir les résultats instantanément avec ce Eh ben, je pense que je vais avoir les résultats en direct. Alors, évidemment, nous vous demandons de faire une seule réponse par établissement. Je comprends bien que si vous êtes plusieurs connectés du même établissement, ça va vous demander de vous concerter un petit peu. Je comprends bien que, évidemment, ce ne seront que des données, on va dire, indicatives. On est actuellement 87 participants, donc ça va nous donner une image de l'activité. On la prendra avec quelques petites pincettes, mais ce sera intéressant de la voir. Donc, je lance le sondage. Attention, une seule réponse par établissement et une seule croix par établissement. Oui, sur cette coordination, elle ne va pas être évidente parce que des collègues à mon avis qui s'appellent par téléphone pour dire est-ce que c'est toi qui réponds ou est-ce que je réponds? Est-ce que tout le monde ne peut pas répondre et derrière on peut retraiter les résultats ou non, c'est trop compliqué?
Moi, ça va être un petit peu compliqué. Je pense qu'on va vite voir si on a 200 réponses, qu'il y a eu plusieurs réponses identiques par établissement. En fait, je regardais, il n'y a pas tant d'établissements qui sont représentés par 2 personnes. Donc, je pense que… alors, est-ce que vous voyez en direct les Absolument, résultats Alain. du sondage? Absolument, Alain. On Oui, le voit bien. parfait. Donc, Oui. normalement, Bon. On ne voit pas le résultat, hein, on voyait que le… Ah, mais moi, je vois les résultats en Oui, direct. il n'y a que toi, je pense, à voir le résultat. Je vois qu'il y a 12% des personnes, soit 5 répondants sur 46, qui disent qu'ils sont OFA. La situation mixte OFA et CFA partenaires l'emporte pour le moment avec 22 réponses sur 49, soit 45%. Et la dernière proposition travaille uniquement avec des CFA partenaires à 23 réponses. C'est très équilibré, hein, ça c'est équilibré. 23 réponses sur 51 pour les 2 dernières situations. Et actuellement, on a donc 52 réponses. On peut le laisser un petit peu courir. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous concerter. Vous avez le temps et on va prendre la suite. Je repasse la main à Rodolphe et pour des questions éventuelles et puis la poursuite de cet après-midi d'échange. Merci Alain. Alors oui, justement, peut-être marquer un temps pour d'éventuels retours, remarques, questions par rapport aux différentes interventions qui ont déjà eu lieu, entre celles de Rodolphe, de Dominique et puis auparavant Jérôme Teilhard et Anne-Sophie Barthès. Des réactions ou des interrogations? alors, peut-être dans le temps, c'est toujours la même chose. C'est la première question qui coûte un peu. Donc je meuble quelques instants pour que chacun puisse recompiler un peu les informations, les éléments et voir s'il souhaite intervenir. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui se sont dites sur 1 heure de temps, donc c'était une plage un peu longue. Et évidemment, n'hésitez pas, on est tout à fait à votre écoute. Ou d'éventuelles questions techniques encore, puisqu'on a, vous le savez, vous avez vous le savez ou pas d'ailleurs, oui, France Compétences a reporté le dépôt des fichiers, la date de dépôt des fichiers Carousel, sur la plateforme Carousel à demain, au lieu initialement du 15 juillet. Alain, est-ce que tu as des chiffres qui évoluent au niveau du sondage? On ne t'entend pas. Il faut que tu actives ton micro, Alain. Actuellement, nous avons donc 53 réponses, 61% des participants ont voté. Ça n'évolue plus énormément. Peut-être que si certains sont encore en train de se concerter et souhaitent que le sondage reste ouvert, vous le signifiez simplement grâce au fil de discussion. Sinon, je propose qu'on clôt le sondage dans quelques minutes. Voilà. Et les données pour le moment sont, votre établissement travaille uniquement avec un ou des CFA partenaires, 45%, 24 des 53 réponses, 23 réponses sur 53 pour votre établissement être un OFA et travaille aussi avec des CFA partenaires, donc une situation à peu près équilibrée. Et il n'y a que 6 établissements qui sont dans la position d'OFA uniquement. Bien, on peut peut-être poursuivre alors, puisque Rodolphe, tu avais terminé sur la nécessité d'une vision transparente avec le sujet suivant. Donc, on passe tout de suite la parole à Fabienne Poulard et Catherine Thibault sur la remontée des coûts.
Bonjour. Alors, je sais pas si on ne s'est pas dit à Fabienne qui commençait en premier, du coup. On va le faire ensemble et on va se croiser, on va se passer la parole. Euh, en fait, comme l'a introduit Rodolphe tout à l'heure, c'est vrai on a énormément collectivement progressé sur cette remontée des coûts. Et à présent, on en est à l'étape, bien sûr, de la remontée des coûts à France Compétences, mais aussi à se rendre compte qu'on manque de données en termes de tableau de bord pour pouvoir, à différents niveaux, hein, que ce soit au niveau politique pour le ministère, mais aussi peut-être aussi au niveau des établissements, hein, en termes de pilotage et d'avoir une vision un petit peu globale de l'ensemble des remontées des coûts de l'apprentissage. Et puis peut-être aussi pour les contrôleurs des gestions plus opérationnellement, d'avoir un petit peu un comparatif. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on s'est dit qu'il était nécessaire et vraiment très utile de pouvoir connaître finalement les remontées des coûts que vous avez fait à France Compétences. Alors, on a extrêmement simplifié les choses pour vous en demander le minimum et pour ne pas vous contraindre à quoi que ce soit. Et donc, avec Fabienne, on va un petit peu vous éclairer, clarifier ça pour que ce soit le plus facile possible en termes de voilà d'organisation, de présentation de l'objet, etc. Fabienne, peut-être, s'il te plaît. Merci Catherine. Donc oui, effectivement, l'enquête, je vais partager l'écran, vous allez la voir, on l'a voulu excessivement simple, hein, de façon à ce que vous puissiez remonter les principales données qui vous ont été remontées soit en tant que CFA via Carrousel à France Compétences, soit lorsque vous êtes UFA ou que vous travaillez avec des CFA partenaires, les données que vous avez calculées en vue de les remonter à vos partenaires. Donc, le traitement sera anonymisé, bien sûr, moyenné, il y aura bien évidemment une restitution. Fabienne? Oui, je vais partager l'écran. Fabienne, c'est juste que comme tu as on t'entend un petit peu mal en fait. Voilà. Et vous avez quand même compris le... Oui. Ouais. Donc, voilà comment va se présenter le document. C'est un fichier Excel avec deux onglets. Un premier onglet où vous aurez un mode d'emploi, des explications sur les différentes rubriques à remplir. Vous avez également l'adresse à laquelle il faudra remonter le fichier. On a fixé comme date limite de retour de cette remontée mi-septembre, mais bien sûr, vous êtes invité à le faire avant si vous le pouvez. Si vous venez de faire et que c'est encore chaud, n'hésitez pas à en profiter pour pouvoir remplir et nous renvoyer les informations le plus rapidement possible, de façon à ce qu'on ait le temps de les exploiter. Et ça, on va dire en concordance avec le calendrier de France Compétences qui lui aussi va commencer à produire ses premières observations au mois de septembre et puis ses analyses un petit peu plus tard dans le temps. Donc, ce premier onglet est un mode d'emploi. Alors, il y a les résultats de l'enquête qui s'affichent. Je suis confus. Partager les résultats, je pensais que j'allais pouvoir les envoyer aux participants. Excuse-moi, j'arrête le partage. Alors, je ne rentre pas dans le détail. Vous trouverez beaucoup des questions après si jamais ce n'est pas clair. Je passe directement à l'onglet à remplir. Donc, vous aurez une petite étoile rouge qui indique les rubriques qui sont indispensables de compléter. Donc, le nom de l'établissement, si possible le numéro RNCP et le code diplôme. Le diplôme en tant que tel, donc là vous avez des menus déroulants, donc si possible utilisez le menu déroulant, ne modifiez pas les éléments, mais ce n'est pas bloquant, hein, donc c'est-à-dire si jamais on a oublié un cas, vous pouvez tout à fait écrire ce que vous souhaitez dans la cellule. Ensuite, l'intitulé officiel du diplôme, donc là ça dépend du diplôme, mais bon, par exemple pour un master ou une licence, c'est la mention.
On a prévu une colonne supplémentaire pour préciser le parcours ou l'option si jamais la remontée ne peut pas se faire au niveau de la mention pour une raison quelconque, peut-être une disparité importante dans des résultats. Mais dans la mesure du possible, les données sont à consolider au niveau de la mention. Dans cette colonne-là, on vous demande à quel titre vous remontez les données. Donc, comme on l'a dit, soit en tant que CFA, donc ce sont les données que vous avez remontées à France Compétences, soit en tant qu'établissement partenaire avec une convention d'UFA ou une convention simple. Il faut préciser le nom le nom du CFA partenaire ou le nom de votre CFA. La colonne suivante, c'est l'effectif d'apprentis qui a été pris en compte. Et les deux cellules, les deux colonnes qui suivent, bien les données les plus importantes, le coût complet calculé et le coût qui va être pris en compte pour la détermination du niveau de prise en charge. Puisque vous savez que ce n'est pas l'intégralité du coût complet qui va être exploité par France Compétences pour avoir un observatoire qui va servir à fixer les niveaux de prise en charge, mais seulement certaines données. Et c'est pour mémoire, vous avez dans le mode d'emploi le rappel des cellules. Alors, on s'est appuyé sur le formulaire type de France Compétences. Mais vous aurez voilà, le rappel des... je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Vous aurez le rappel des intitulés des rubriques qu'il faut prendre en compte, ce qui vous permettra de faire le rapprochement avec la grille que vous avez utilisée, si elle a été différente, comme ça a probablement été le cas dans la plupart des cas, parce que vous avez reçu des grilles de votre CFA, ou bien vous aviez votre propre grille établie. Là. Après, il y a un calcul automatique qui va se faire coût complet par apprenti. Et enfin, une dernière colonne pour des observations, si vous souhaitez préciser des éléments pour une meilleure interprétation, ou bien parce qu'il manquait peut-être quelque chose dans le formulaire et que vous avez besoin de le préciser. Voilà, je crois que j'ai donné toutes les informations. Alors, d'un point de vue pratique, quand vous renverrez le fichier, si vous pouvez mettre dans l'intitulé, renommer le fichier en mettant le nom de votre établissement, ça peut être un gain de temps et de visibilité pour l'exploitation. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Monsieur Remita, INSA Strasbourg. Je n'ai pas bien compris le contenu de la colonne K du fichier que vous venez de présenter. La colonne K. Alors, c'est le... Donc, vous avez calculé pour une certification donnée le coût complet. Oui. Le coût qui est pris en compte pour la détermination des niveaux de prise en charge des contrats des MPEC par France Compétences ne s'appuie pas sur le coût complet, mais en fait sur seulement une partie de ces coûts. Ce sont les coûts pédagogiques, les coûts d'accompagnement, les dotations aux amortissements des investissements pédagogiques dont la durée des plans d'amortissement sont inférieures. Alors, on a noté 5 ans, parce que c'est la négociation qu'on a eue avec France Compétences, mais dans les documents de France Compétences, vous avez 3 ans. Donc, voilà, c'est pour avoir les deux informations, à la fois le coût complet
total, mais aussi celui qui va servir d'indicateur pour pouvoir comparer au montant des niveaux de prise en charge actuels ou ceux qui vont prochainement apparaître. Très bien. Merci, c'est très clair. Il y a d'autres questions? Catherine, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? Je pense que tu as tout dit, hein. Donc, ensuite, à l'issue de ce traitement, comme on le disait au début, voilà, ça sera utile un petit peu à différents niveaux et ça vous sera aussi remonté pour que vous puissiez aussi bénéficier de ce travail et de cette analyse anonymisée, bien entendu. Oui. Peut-être, Rodolphe, je ne sais pas si tu veux Oui, compléter. juste un tout petit mot, c'est qui était un rebond sur ce que tu viens de dire. C'est important que vous ayez en tête que, évidemment, ces données-là, pour l'établissement, elles restent, visibles que de la DGSIP, qui fera des moyennes, et il n'y aura aucune communication de vos données établissement en propre à quiconque. Donc, c'est vraiment important de vous le dire. Soyez en confiance. On a besoin d'avoir des outils de pilotage, des outils de négociation dans le cadre des choses qui vont se développer au cours de l'année 2021-2022, du travail qui va se poursuivre sur les niveaux de prise en charge, sur la manière finalement, on va dire, d'opérer une soutenabilité générale de l'apprentissage du côté de France Compétences. Donc, on a vraiment besoin d'outils et d'informations. Donc, évidemment, on fera en sorte, nous, de ne communiquer que des données moyennées, anonymes. Donc, vraiment très anonyme puisque moyenné. On a également besoin de défendre le fait de prendre en compte les coûts au niveau des UFA. Ce n'est pas quelque chose qui est forcément gagné au niveau de France Compétences, hein, ça va être rediscuté cet automne. Donc, c'est aussi une manière pour nous d'avoir des données, des billes, hein, pour pouvoir défendre et transparent en plus sur les éléments qu'on apporte pour discuter avec d'autres réseaux et avec des interlocuteurs au niveau national. On est toujours dans la même logique, hein, que P2CA, vous le savez, où vous nous remontez également des données de coûts qui sont sensibles, hein, pour les établissements et qu'on ne diffuse jamais autrement que de manière consolidée et anonymisée. Ici, alors, désolé de vous annoncer ça comme ça le 21 juillet, disant voilà un nouveau tableau à renseigner, à remonter à la DGSIP. Si on vous le demande aussi, c'est parce que Dominique Carvadec tout à l'heure a utilisé l'euphémisme de parler de règles évolutives, et c'est vrai que les coûts réels de vos formations, finalement, ne seront pas remontés dans les fichiers Excel, puisque vous avez bien vu que c'était les coûts des factures, donc les prix négociés avec vos CFA partenaires, et que vos coûts complets, en fait, seraient dans une notice comptable. Donc, on espère évidemment que les CFA vont jouer le jeu, et d'où la lettre d'ailleurs qu'on vous a proposée pour rappeler cela au CFA. Ce qui veut dire que France Compétences, finalement, n'aura les coûts complets que dans des notices comptables jointes au fichier Excel, et ne les aura que si les CFA en plus jouent le jeu. Donc nous, ça nous a vraiment paru important qu'on organise en interne cette remontée et cette consolidation des données, pour les raisons que mes collègues ont très bien expliquées, et aussi parce que ça permettra après de les repartager avec vous lors d'une prochaine date qu'on évoquera ensuite. Voilà. Donc 2 mois, enfin bon, il y a les vacances évidemment, donc 15 septembre, si vous pouvez le faire avant, donc c'est chaud, allez-y. L'adresse générique, si vous avez des questions, vous nous sollicitez, Fabienne, moi-même, Catherine, etc., Rodolphe, on répondra bien évidemment à vos interrogations. Est-ce que vous avez des remarques, des questions? Bonjour. Oui, vous m'entendez? Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Christina Ferrat, je suis chargée d'appui au pilotage à Sciences Po Paris. Je voulais savoir si d'autres, alors pardon si la question a déjà été posée par ailleurs, mais est-ce que d'autres établissements ont eu des soucis avec la définition de l'accompagnement? Parce que
la définition de l'article du Code du travail est, à notre sens, assez restrictive et s'applique à des petits établissements. Nous, on a toutes sortes de services qui participent à l'accompagnement de l'étudiant qui n'entre pas dans cette définition. Et étant donné que les coûts qui vont être réellement pris en charge, c'est les coûts de pédagogie et les coûts d'accompagnement, je voulais savoir s'il y avait d'autres établissements qui avaient eu ces problèmes et est-ce qu'il y a des négociations en cours? Enfin, comment ça va se passer? Alors, est-ce que d'autres établissements veulent réagir sur cette question? Donc, dans la définition qui est donnée par France Compétences, on parle d'accompagnement social, promotion professionnelle, handicap, mobilité. Et peut-être la collègue de Sciences Po, si vous avez l'arrêté du Code du travail sous les yeux, peut-être nous rappeler ce qui est dedans, sinon je vais le chercher pendant ce temps. Non, pardon, je ne l'ai pas sous les yeux, mais ok, effectivement, c'est à peu près les éléments que vous avez remontés. Mais pour vous donner quelques exemples, en fait, nous, on a aussi des services qui sont chargés d'accompagner sur… pardon, je vais y arriver. On a un certain nombre de services en fait qui participent, qui sur des petits établissements sont gérés en interne par le service pédagogique qui suit les apprentis. Par exemple, tout ce qui est suivi du département des langues, des certifications de langue, etc. Qui, dans un petit établissement, est géré par le service pédagogique qui suit les apprentis. Dans un établissement comme le nôtre, nous avons un département des langues qui gère l'ensemble de ce qui touche aux langues et les apprentis suivent des langues. Et donc, ils sont aussi accompagnés dans leur scolarité par les personnes qui sont en charge de ce département des langues. Et on a comme ça une dizaine de services où en fait l'activité est quelque part externalisée du service pédagogique, mais interne à Sciences Po quand même. Ok. Alors, comme ça, la réponse, moi que je ferais déjà, c'est de dire dans ces départements, par exemple des langues, être capable peut-être de prendre la quote-part de ce département qui travaille directement au service des apprentis, de prendre une hypothèse, une clé de répartition. Moi, c'est un premier élément de réponse que je pourrais apporter, mais peut-être j'ai d'autres collègues qui pourraient compléter ou donner un éclairage différent. Je me tourne vers mes collègues ou d'autres collègues d'établissement. Ouais. C'est juste pour compléter, en réalité, c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a rédigé une note complémentaire avec ces éléments, enfin ces différents éléments et en calculant cette quote-part, mais on voit bien dans les différentes discussions que pour l'instant, il n'est pas prévu que ce soit pris en compte et on est en train de parler grosso modo de 1 200, 1 500 € d'écart par apprenti. Donc vous doutez bien que à la direction de Sciences Po, puis je pense que dans d'autres établissements, parce que je ne vois pas comment on pourrait être les seuls à être concernés, il y a un écart qui va être assez important à la fin entre les deux définitions. Oui, mais c'est pourtant bien l'esprit de l'arrêté de la comptabilité analytique du 21 juillet 2020 qui dit que on doit identifier la part des coûts qui relèvent de la formation continue et l'apprentissage, ensuite qui relèvent directement de l'apprentissage. Donc, il y a bien un moment des répartitions à faire. Ça a été le même. On a eu cette question-là l'autre fois sur les investissements, les immobilisations. Donc, je pense que ça s'applique. Dominique, je vois que tu veux réagir. Oui, en fait, je pense que le problème, le souci, s'il existe, il vient du fait que France Compétences ne prend pas en compte le coût complet tel qu'on peut le définir. C'est bien ça à la base, c'est-à-dire qu'on a défini, on est bien d'accord. Ils ont défini quelque chose qui est une part du coût complet. C'est bien ça l'origine du problème.
c'est Donc, effectivement l'origine du problème et voilà, le donc, fait que ce qui est pris en compte voilà. de leur côté correspond à une organisation d'établissement qui, à mon sens, ne Non. correspond Non, pas je à pense ce pas qui est que fait non, dans je pense pas. l'enseignement supérieur. Du En moins, tout cas, dans les grands ça établissements. ça ne correspond pas à une organisation d'établissement. Enfin là, non. ils ont fait un reporting qui est organisé par rubrique. Hein, donc vous avez la pédagogie et l'accompagnement. Et effectivement, ces deux rubriques-là rentrent dans la détermination du niveau de prise en charge, donc elles sont sensibles. Parce que si on laissait par exemple le service de langue en soutien et support, le 1 200 € d'écart ne rentrerait pas dans le niveau de détermination de prise en charge. Mais après, c'est à chaque établissement, et ça c'est l'esprit de l'arrêté, hein, de faire cette répartition-là. Mais voilà. C'est pour ça qu'ensuite, le problème qui arrive, c'est que c'est la définition des fonctions soutien et support. Et comme toute, alors PDCA fournit une règle qui est quand même assez simple finalement pour bien définir ce qu'on met dans les deux. Maintenant, d'une façon générale, si je vais sur la comptabilité analytique, la ventilation de tous ces coûts peut être variable d'un établissement à l'autre. C'est un peu ce que vous pointez finalement. Il peut y avoir une certaine variabilité. C'est bien ça qu'il va falloir qu'on fasse comprendre aussi à France Compétences, parce que finalement, le fait de faire ce choix, de ne pas prendre tout le coût complet et de prendre qu'un petit bout, c'est un peu une intrusion dans le pilotage de l'établissement, quelque part. On veut obliger finalement l'établissement à piloter d'une certaine façon. Donc ça peut être discutable, et surtout si on veut que les établissements aient une démarche politique par rapport à l'apprentissage. Donc, il faut qu'ils puissent mettre au bout leur action politique. Donc, il faut bien qu'on agisse sur cela. Je ne sais pas comment on peut le faire, mais au moins, il faut porter les choses. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir les données qui remontent. C'est pour ça que c'est important qu'on puisse mesurer les différences qui existent pour qu'on puisse avoir un argumentaire. C'est cela, à mon avis, aussi, Dominique. Lorsque on met de côté certains types de coûts, ça veut dire aussi que de manière incidente, on incite les établissements à des modalités de répartition de leurs coûts qui ne sont pas forcément celles qu'ils auraient voulu avoir a priori. Tout ça pour essayer d'avoir la plus grande part de leurs coûts pris en compte. En fait, la démarche, si elle est vertueuse, elle devrait vraiment essayer de prendre en compte la globalité des coûts, de l'analyser, de voir, même si on veut être vertueux, elle devrait permettre aussi de voir quelles sont les méthodologies, les organisations qui produisent les meilleurs résultats en termes de qualité, de réactivité, etc., et en matière d'organisation. Et aujourd'hui, c'est assez intrusif, je suis assez d'accord avec toi, de ne prendre en compte que certains coûts en modifiant les répartitions. Et donc, c'est important, c'est ce que Dominique souligne, c'est important qu'on voit les écarts, qu'on les identifie à la fois en termes de type d'établissement et en type de répartition, de manière à ce qu'on puisse montrer que l'analyse du coût qui va être produite par France Compétences risque d'être biaisée et donc de ne pas produire les effets escomptés, les effets qualitatifs escomptés. Bon, je ne sais pas. Juste un petit mot de Fabienne, vas-y. Oui, c'était pour... on va enlever mon masque, parce que c'est vrai que je n'ai pas une voix qui porte beaucoup, donc c'était juste pour ajouter que France Compétences observe les coûts au niveau des CFA. Donc, pour eux, c'est les CFA. Et donc, tout l'enjeu, là, c'est qu'ils intègrent bien que derrière l'enseignement supérieur, il y a des CFA, il y a des établissements, et une grosse partie de l'apprentissage repose sur ces établissements. Et donc, c'est important de prendre en compte, d'observer l'intégralité du coût et pas seulement celui du CFA. On a le témoignage de l'Université de Paris, qui est également un grand établissement par la taille, grand aussi d'ailleurs, qui dit qu'ils se sont appuyés sur l'arrêté, qu'ils ont mis dans les coûts d'accompagnement tous les coûts liés aux accompagnements au projet tutorat, tous les coûts liés aux accompagnements au projet de tutorat, accompagnement en entreprise et accompagnement administratif des étudiants. Je ne sais pas si le collègue de l'Université de Paris veut éventuellement compléter pour donner plus de précision.
Bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Bonjour, très bien. Oui, je serai bref, hein, parce qu'on est trois et on est tous les trois à la direction à travailler dessus. Donc, simplement, voilà, dans la partie accompagnement, en fait, ce qu'on a intégré, c'est ce qui était affiché dans l'arrêté. Donc, dans l'accompagnement et dans les maquettes que nous avions, on s'est basé sur l'accompagnement des étudiants en entreprise, donc tout le temps des professeurs en entreprise, quand il y avait du temps d'accompagnement en entreprise pour suivre l'apprenti. Tout le temps pour tout ce qui est mémoire et dossier, tout l'accompagnement pour le suivre dans la conception de son dossier et du temps d'enregistrement administratif quand il y en avait. Voilà. Donc ça, c'est dans les charges directes, c'est ce que nous avons identifié. J'espère que ça peut répondre à la question d'un collègue de Sciences Po. Mais, en tout cas, c'est l'approche que l'Université de Paris a faite pour être au plus simple et au plus juste de la demande et de la commande qui a été passée par compétence. Oui, nous aussi, hein, on a fait en sorte de s'appuyer sur ce qui était demandé, mais on voit bien qu'il y a un écart entre la définition de l'arrêté et ce qui, pour nous, relève de l'accompagnement. Pour moi, moi, je vois deux risques. Le premier, c'est qu'à un moment, quelqu'un finisse par nous dire, bah, puisqu'on n'a pas les ressources qui vont avec, les apprentis auront droit à moins de choses que les autres. ce qui, à mon sens, ne serait pas une bonne chose, ou alors qu'on me dise, bah, finalement, si ça couvre pas, en tout cas, à peu près l'équivalent des coûts que les autres financements couvrent, eh bien, c'est qu'on nous dise, bah, finalement, il va falloir réduire le nombre d'apprentis. Et je ne suis pas convaincue, en tout cas de ce que j'entends depuis le début, je n'ai pas l'impression que ce soit l'objectif. Donc, sauf que nous, moi j'ai fait les calculs hein, de cet écart et à la fin, on parle de pratiquement 1 million d'euros de différence sur une année civile. Donc, pour l'instant, on attend de voir ce qui va être décidé, ce qui va être pris en compte, pas pris en compte, parce que tout ça fait l'objet aussi de discussions qui, moi, qui dépassent mon niveau de responsabilité. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant de voir cette logique de différenciation des coûts, parce qu'on parlait tout à l'heure, vous parliez tout à l'heure aussi des fonctions de soutien. Quand on voit qu'on distingue au sein d'un même service, moi au sein d'un service pédagogique, j'ai des personnes qui s'occupent de l'apprentissage et puis des personnes qui s'occupent du reste des formations, mais les apprentis sont aussi susceptibles d'aller solliciter ces personnes-là. Je vais prendre un exemple, j'ai un master en politique publique, j'ai une référente apprentissage sur ce master politique publique et puis j'ai des responsables pédagogiques sur les différentes spécialités, énergie, culture, etc. L'apprenti peut tout aussi bien aller solliciter sa référente apprentissage que d'aller solliciter son responsable pédagogique de sa spécialité culture d'origine. Et d'un côté, on a quelqu'un qui est la référente apprentissage qui relève des coûts de… Pardon, j'ai oublié le terme exact, mais en tout cas qui est pris en compte dans les coûts, dans les coûts de soutien. Et puis le reste de l'équipe pédagogique qui est considéré comme de la fonction support, au même titre que la DRH, par exemple. Je trouve ça assez bizarre, en fait, comme distinction. Oui, peut-être je propose qu'on en reste là, parce que là, on retourne dans les ateliers de travail technique. Mais, oui, pardon. Non, mais c'est très intéressant. Et en même temps, moi, je vous invite peut-être à pas forcément non plus vous autocensurer. C'est-à-dire que quand vous dites qu'une responsable pédagogique de master, vous la considérez en soutien, c'est votre interprétation. Nous, dans la méthode PDCA, les responsables pédagogiques, on les a remontés dans la partie pédagogie, accompagnement. Donc, peut-être repenser avec vos collègues la manière d'envisager ce que vous appelez soutien support versus accompagnement pédagogique, parce qu'un ancien chercheur
qui est auprès des étudiants, il doit clairement apparaître en accompagnement, en pédagogie et ou en accompagnement. Même si vous le considérez qu'il est, au niveau de l'organisation de Sciences Po, il est rattaché à une structure qui est considérée comme étant du soutien. Là, le reporting France Compétences ou celui qui peut être demandé par d'autres CFA, c'est une logique par destination. Hein. Donc, après, il y a une marge d'interprétation et il faut rester calé aux règles données par le Code du travail et France Compétences, mais il faut aussi s'affranchir de l'organisation d'établissement et c'est pas parce que à Sciences Po, si vous avez un organigramme qui dit que les responsables de master sont considérés comme étant dans une structure de soutien, qu'il faut les mettre en soutien sur le reporting France Compétences. Je ne sais pas si j'ai été clair, et je ne sais pas si mon avis est partagé par mes collègues, mais voilà en tout cas ce que moi je peux dire là-dessus. Si, tout à fait, Jean-Serge, tu as été clair. Juste un tout petit mot pour pouvoir laisser la parole au collègue de Grenoble qui a demandé la parole, pour dire qu'on est dans un premier exercice. On l'a dit tout au long des ateliers, il y aura une saison 2 l'année prochaine et on va travailler à notre niveau et c'est aussi pour ça qu'on a besoin de vos retours pour essayer d'intégrer un certain nombre d'éléments dans le reporting France Compétences. On a commencé à s'y employer avec Jean-Serge et les collègues du groupe de travail. Je ne les recite pas tous, mais vraiment, il faut bien avoir ça en tête qu'on essaye vraiment de faire évoluer les choses au fur et à mesure aussi où les règles côté France Compétences changent. Donc voilà, il y a eu un match aller. Je vais poursuivre et la métaphore pour terminer. Il y aura le match retour, mais il y aura une belle, de toute façon, on le sait. Donc ce sont des choses qui vont évoluer. Le collègue de Grenoble, peut-être qui a levé la main, c'est peut-être le moment de lui laisser la parole. Oui, merci. En fait, je suis de Sciences Po Grenoble. Ce qui m'étonne effectivement sur la non prise en compte par France Compétences de l'ensemble des coûts complets, du coup, c'est l'utilité d'avoir établi des coûts complets. Mais au-delà de ça, ce qui me surprend encore plus, c'est que logiquement, en comptabilité analytique, une des choses qui est importante, c'est la permanence de la méthode, au-delà de la méthode. Et là, si on en change tous les ans et que chacun a la sienne, je me demande quelle est la validité de la méthode. On n'est plus en comptabilité analytique. Dans le meilleur des cas, on va faire des calculs opportunistes en fonction de ce qu'on va entendre à la DGSI ou à France Compétences ou ailleurs. Enfin, ça devient véritablement... Enfin, je ne sais même plus comment nommer ça, quoi. C'est un bricolage qui peut finir par être simplement opportuniste. Est-ce que, par exemple, il est envisagé de stabiliser les choses en demandant, en exigeant, par exemple, des comptabilités annexes dans les établissements d'enseignement supérieur pour isoler l'activité d'apprentissage, auquel cas on aura un repérage des coûts évidemment beaucoup plus évident. Et une approche en coût complet qui sera sans doute plus juste qu'une approche des coûts complets qui changerait de méthode chaque année en fonction des injonctions d'où qu'elles viennent. Oui, moi je veux bien réagir par rapport à ça. Alors bon, les règles, elles étaient claires pour France Compétences et pour le ministère du Travail dès le début, elles l'étaient moins pour nous. Mais ce niveau de détermination de prise en charge, c'est vrai qu'il est bien spécifiquement, il est bien spécifié dans les textes. Ce qui nous a peut-être induit en erreur, c'est le fait que France Compétences a parlé de remontée des coûts complets, d'observateur des coûts complets, donc on est tous partis bien en tête sur le coût complet détermine le niveau de prise en charge. On s'aperçoit que pas tout à fait, puisqu'il y a une partie soutien support et dotations d'amortissement de ce qui n'est pas pédagogique ou ce qui est supérieur à 3 ans ou 5 ans maintenant, qui ne l'est pas non plus. Bon, mais sur le principe, ça semble être acté, pas remis en question. Alors France Compétences, ça les intéresse, on l'a déjà dit, de mesurer aussi, à la fois d'observer les coûts complets, à la fois de mesurer l'écart entre ce qui est financé par l'impôt, comme ils le disent, hein, c'est-à-dire le niveau de détermination de prise en charge, et le coût complet total. Donc, ils savent bien que pour faire des formations d'apprentissage, il y a des coûts de soutien support qui existent bien et qui sont une réalité économique pour les établissements. Donc, ils ont la volonté de le mesurer. Néanmoins, et c'est pour ça qu'on vous demande ce petit tableau à nous renseigner, c'est qu'on ne sait pas comment ils vont le faire, puisque les coûts vont remonter au mieux dans la notice comptable, et on ne sait pas si ce sera fait de manière exhaustive.
ne sait pas comment ce sera traité par France Compétences. Nous, évidemment, on leur a demandé qu'ils partagent leurs résultats, mais bon, on s'est dit que ce n'était pas plus mal qu'on le fasse. Et c'est pour ça qu'on vous demande juste deux montants, le montant du coût complet et le montant le coût servant à la détermination du niveau de prise en charge, qui permet de mesurer l'écart finalement de ce qui n'est pas. Donc, si j'ai bien compris la collègue de Sciences Po qui disait, nous, ça représente 1 million d'euros. Voilà, donc ça nous permettra de mesurer cela. Après, alors, sur la comptabilité analytique spécifique à l'apprentissage, oui, hein, l'arrêté, c'est ce qu'il dit. Idéalement, si on a une comptabilité analytique dédiée à l'apprentissage, c'est encore plus simple. Enfin, c'est encore plus simple dès lors qu'elle est opérante. Où c'est plus difficile, c'est que déjà les universités n'avaient pas toutes, n'ont pas toutes encore une comptabilité analytique. Donc ensuite, de dire, déjà, il faudra avoir une comptabilité analytique pour son établissement, et ensuite, avoir une comptabilité analytique spécifique à l'apprentissage quand on est un établissement où l'apprentissage est mixé enfin, les formations sont insérées dans les formations qui sont en voie initiale par l'apprentissage. Tenir une comptabilité analytique là-dessus, ça devient vraiment compliqué. Donc, si on peut le faire, n'hésitez pas. Après, c'est pour ça qu'on propose ce palliatif en disant il y a une méthodologie commune, nationale, homogène, partagée, qui est reprise dans l'arrêté, Fontana. L'arrêté fait bien référence à la connaissance des coûts, qu'on a bien promu auprès du ministère du Travail et de France Compétences, qui tient la route, et qui permet quand même de faire peu ou prou l'exercice de remonter des coûts à France Compétences. Et puis, et Rodolphe l'a dit, on va l'améliorer dans la deuxième saison. On va y travailler aussi au sein de la démarche P2CA avec la VACD et l'équipe projet qui vient de se renforcer aussi. Donc, il y a aussi des chantiers pour améliorer les choses. Je ne sais pas si d'autres de mes collègues veulent réagir aussi par rapport à ça. Et si ça répond à votre question à l'IEP de Grenoble. Ok, très bien. Écoutez, alors Rodolphe, peut-être on peut parler de la lettre que tu avais préparée pour Juste avant Jean-Serge, il y a le collègue de l'Université de Paris qui a levé la main. Très bien. Oui, pardon, je ne serai pas long. Merci. Juste, du coup, deux points. Le premier, pour faire le lien avec ce qui avait été échangé avec le collègue de Grenoble, c'est faire appliquer pour nous, la vision qu'avait l'Université de Paris sur la méthode P2CA, qui est une méthode très intéressante, mais l'Université de Paris ayant déjà une bonne base de travail sur lequel on s'est appuyé pour faire la comptabilité analytique sur la formation en apprentissage. Donc, on a fait notre réponse, on a appliqué une part de notre méthodologie interne. Donc, c'est vrai qu'on s'est posé la question par rapport aux autres collègues, et on n'a pas pu échanger avec d'autres universités. Mais c'est vrai que autant appliquer une méthodologie unique, P2CA peut poser question sur la façon dont l'analytique est traitée dans toutes les universités. Je pense qu'avoir une méthode unique serait risqué, surtout pour remonter des activités économiques très disparates au sein d'une université. Si je parle juste des coûts environnés, l'Université de Paris n'a pas le même poids en coûts environnés qu'une université de taille plus modeste. Donc, avoir une méthodologie unique n'aurait pas, pour moi, en tout cas, pas de sens dans la remontée des coûts, notamment sur les coûts environnés. Et l'autre question qu'on avait, du coup, pour remonter d'expérience, je sais que la grande problématique qu'on a eue, la grande question qu'on a eue, c'était sur les inducteurs de moyenne qui ont été mis en place dans la méthode P2CA pour répartir notamment les effectifs en 2 tiers, 1 tiers. Vous parliez tout à l'heure de formations qui se sont créées dans l'année, par exemple. On s'est retrouvé dans le cas avec des formations qui ont été ouvertes en cours d'année 2020 avec 2 étudiants, 1 ou 2 étudiants, où l'année d'avant, il n'y avait pas d'étudiants. Et comme on se référait à cheval sur une année N-1 et N, on s'est retrouvé avec une moyenne entre 0 et 2 ou 0 et 1. Et en fonction si c'était 1 ou 0, on s'est retrouvé avec 33% de moyenne ou 66% de moyenne, 2 tiers, 1 tiers. Donc vous voyez, ce qui n'était pas cohérent quand on faisait une répartition des coûts.
et avec une idée fausse d'un coût, d'une formation ouverte. Donc, pour nous enfin, il y aurait peut-être une piste d'amélioration là-dessus, sur cet inducteur. Et peut-être enlever cette notion de tiers un tiers ou la revoir pour que si une formation est ouverte en cours d'année, qu'il n'y ait pas une moyenne faite sur de tiers un tiers, mais faite sur l'année d'ouverture. Voilà, donc ça, c'était un retour d'expérience qu'on a eu sur la difficulté des inducteurs de la méthode P2CA. Oui, je pense qu'on ne va pas en débattre ici. Et puis, de toute façon, on vous donne rendez-vous pour la vague D 2021-2022, démarrage le 21 septembre. Ça ne me parle pas du tout, là, les 2 tiers, 1 tiers que vous évoquez, mais je pense qu'on ne va pas en débattre ici. Ce que je propose, Rodolphe, c'est peut-être que tu enchaînes avec la lettre que je peux partager à l'écran, à moins que tu l'aies déjà, c'est comme tu veux. Oui, je veux bien que tu la partages. J'étais en train de la rechercher et ça marche. Je ne l'ai pas encore retrouvée. Okay. Oui, on a dit à quel point c'était important de faire apparaître finalement le coût complet en dépit des difficultés liées finalement au fait que la remontée France Compétences ne fasse pas apparaître justement ce coût complet directement dans le fichier Excel Carrousel. Quand vous vous souvenez, le question-réponse qui a été publié par France Compétences dit que dans la mesure du possible, les CFA hors mur feront état du coût complet des formations. Et voilà, donc on a préparé un courrier qui vous est transmis dans le groupe contrôle de gestion sur Waller. C'est bien ça, hein, Jean-Serge, je crois? Oui, absolument. Voilà, que vous pouvez utiliser pour dire que c'est tout à fait possible que le CFA hors les murs, CFA de branche, CFA d'entreprise, FormaSup, mais FormaSup, je pense qu'il n'y a pas de souci véritablement, je pense plutôt au CFA de branche et au CFA d'entreprise, eh bien, il a connaissance du coût complet de vos formations. Donc, n'hésitez pas à le leur adresser. Le courrier qui vous est partagé ici à l'écran vous permet de le faire avec un courrier standard pour vous faciliter la tâche et vous aider à faire voilà, cette remontée. Donc, en fait, tout le travail que vous avez fait dans la logique et à partir de la méthodologie P2CA dont on a parlé ou à partir d'une méthodologie que vous avez élaborée et que vous avez documentée au fur et à mesure, eh bien, vous pouvez le renvoyer vers votre CFA partenaire pour lui indiquer qu'au-delà de la facture, eh bien, il y a un coût complet des formations et qu'il peut en avoir connaissance puisque vous le lui diffusez en toute transparence et en toute visibilité. On a dit tout à l'heure dans le document que Dominique a présenté en bilan qu'on était sur une logique de transparence et de lisibilité des coûts de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur public universitaire. Et c'est bien ce qu'on défend pour préserver la dynamique de cet apprentissage dans l'enseignement supérieur. Donc, on l'a dit souvent, n'hésitez pas à être acteur. Donc, c'est un outil supplémentaire pour que vous soyez acteur de la relation partenariale avec votre CFA. Merci Rodolphe. D'ailleurs, je voyais le chat et les collègues qui demandaient si on pouvait l'avoir autrement que par Waller contrôle de gestion sup. Je pense que c'est quelque chose, Alain, que tu peux organiser avec la transmission de la vidéo, certainement aussi. Absolument, j'allais le proposer. Merci. Ok, super. Très bien. Et on peut même, enfin, je ne sais pas si c'est déjà finalisé, mais sinon, tu peux aussi le mettre dans le chat. Comme ça, les personnes, tout le monde peut le télécharger là, déjà. Donc, tu me demandes de faire ça, Florian, moi qui ne sais pas le je faire. te propose de faire ça. Ok. Je vais m'appuyer sur l'expertise des collègues qui sont avec moi pour le faire. Alors. Très bien. Est-ce que, oui, on avait un point sur la certification qui est également revenu dans nos échanges internes et sur Waller. Par quel canal allons-nous recevoir le tableau de bord synthétique? Même chose, oui, ça fait partie des documents qui sont transmis. Tu viseras l'ensemble des inscrits, Alain, à la visio ou l'ensemble des participants qui ont été contactés pour transmettre le tableau Excel qu'ont présenté Catherine et l'ensemble des personnes qui ont été invitées, c'est-à-dire la totalité des personnes qui ont été inscrites
à la webconférence du 17 mars et la totalité des personnes qui ont été inscrites aux ateliers. Très bien. À peu près, de mémoire, 551 personnes. Je pense que après, par diffusion interne, éventuellement, s'il y a eu quelques trous dans la raquette, il ne doit pas y en avoir trop, mais il peut y en avoir absolument. Ça devrait être convenable. Ok, bah super, merci Alain. La certification, vous nous avez dit que que des CFA vous demandaient une certification commissaire aux comptes ou expert comptable. Non, hein, enfin nous on reste sur ce qu'on a écrit dans la foire aux questions, hein, qu'on a diffusé déjà il y a plusieurs semaines. Cette certification, et c'est ce qu'on a bien acté auprès de France Compétences, elle se fait en interne, donc c'est le responsable de contrôleur de gestion ou le DAF, qui certifie avec la signature du représentant légal, hein, donc c'est généralement votre chef d'établissement. Donc, on a bien dit à France Compétences que ce n'était pas possible de demander ça au commissaire aux comptes. Ça coûte de l'argent, ce n'est pas prévu, ça ne se fait pas comme ça sur un claquement de doigts. Donc ça, c'est clairement acté. Alors, les CFA, visiblement, insistent. Donc, après, à vous de défendre cette position, qui est une position vraiment officielle de la DGCIP. Hein, on l'a écrit noir sur blanc. Donc, s'il y avait des difficultés, éventuellement remontez-nous, mais bon, enfin, il faut rester là-dessus, sauf si vous êtes prêt à payer un commissaire aux comptes pour faire le travail, évidemment. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions par rapport à ça? Sinon, on va pouvoir conclure. Juste, Jean-Serge, pour compléter, sauf erreur, même France Compétences ne le demande pas au CFA lors du dépôt des données sur Carrousel, il le demande de l'avoir à disposition. Et comme il y avait des difficultés, je crois qu'il devait repréciser au niveau des CFA qu'est-ce qui était réellement attendu en termes de visa contrôle de gestion, contrôle des comptes. Ok. Alors, donc, Rodolphe, tout à l'heure, tu as évoqué une saison 2. Peut-être tu vas en dire quelques mots là-dessus. Oui, alors saison 2, la saison 2, c'est d'abord poursuivre finalement le travail sur les coûts, non plus en termes de construction, mais en termes d'analyse et d'observation, et préparer aussi sans doute ce que France Compétences diffusera et publiera. Et donc, on s'est dit que c'était important que nous puissions préparer un peu les éléments. Et évidemment, les remontées que vous allez nous faire vont nous aider à préparer ces éléments, à construire un discours d'accompagnement qui viendra montrer comment l'enseignement supérieur s'est organisé, comment finalement on peut faire l'analyse entre les coûts complets, la réalité d'exercice, la soutenabilité de l'offre, la soutenabilité de la dynamique, la prospective aussi de l'ensemble de ces données autour de l'apprentissage. Et c'est la raison pour laquelle on s'est évidemment proposé de se fixer un rendez-vous après l'été pour lancer cette nouvelle saison des aventures de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur. Alors, vous ne le voyez pas, mais je le dis avec le sourire sous le masque. Hein, donc, imaginez un visage souriant et pas du tout la tête sinistre du masque que vous avez en face de vous. Mais évidemment, on se retrouvera pour travailler ces sujets-là au mois d'octobre. On a déjà une date qui est arrêtée à vous proposer et que vous pouvez commencer à inscrire avant vos congés dans vos agendas de rentrée. C'est le 21 octobre, si je ne dis pas de bêtises. Je ne suis pas le meilleur pour les dates, mais normalement, j'ai bien noté. Noté le 21, oui. Voilà, 21 octobre, 14h, 16h. On tiendra les délais comme on a l'habitude de les tenir et on essaiera d'analyser ensemble les résultats de ce que vous nous aurez fourni et de préparer nos éléments de langage autour de cette question d'écoute d'apprentissage. Excusez-moi, est-ce qu'il est prévu à un moment d'avoir une séance en fait pour faire part des enseignements par rapport à la méthodologie qui a été utilisée donc dans le cadre de ce travail, et notamment pour qu'on puisse vous faire des retours sur les biais méthodologiques en fait de l'enquête en elle-même, hein, du format de maquette qui a été retenu, parce que je pensais que c'était l'objet de cette réunion, mais on n'a pas vraiment vu
tout cela ensemble. Et notamment, voilà, sur ma remarque du collègue, effectivement, nous, on a pu voir lors de notre travail que dès lors qu'il y avait des fluctuations importantes du nombre d'apprentis d'une année sur l'autre, on avait des résultats de coûts par apprenti qui étaient complètement incohérents et que du coup, il serait nécessaire de faire un travail pour que ça puisse être corrigé pour la saison 2. Alors, les questions de débriefing méthodologique, ça fait partie aussi des choses qu'on a en tête et qu'on organisera évidemment dans cette deuxième phase. J'ai annoncé un certain nombre d'éléments, pas tout. Sinon, on va spoiler la saison avant qu'elle soit diffusée. Donc, il faut garder un peu de sel. Et puis, il faudra voir aussi comment on organise les choses. Les remarques que vous faisiez, elles sont apparues dans un certain nombre d'ateliers, effectivement. Donc, il y a des choses à construire en termes de retour, sans doute. Ce qui est certain, c'est qu'au-delà de ce que vous avez appelé biais méthodologique, on sait, et on n'a pas nécessairement encore aujourd'hui la totalité des éléments pour l'apprécier correctement. On sait qu'il y a une corrélation entre les coûts et la volumétrie avec des effets de seuil. Voilà, c'est aussi ce que vous mentionnez. Mais aujourd'hui, on ne sait pas bien comment on peut le travailler. Et je vais donner ne serait-ce qu'un élément de mise en perspective par rapport à cela. C'est la question de la mixité, par exemple, qui est aussi évidemment un effet de seuil. C'est-à-dire qu'en deçà d'une certaine volumétrie, on n'a pas nécessairement de dédoublement, on n'a pas de pédagogie particulière. On a plutôt une intégration sur un modèle qui est existant avec une charge qui préexiste préalablement. Je ne reviens pas sur les propos de Dominique tout à l'heure, mais c'est bien la réflexion. Donc, il va falloir qu'on travaille le tout et donc qu'on voit un peu aussi comment on organise ces questionnements-là. Mais on les a en tête. Donc, je ne sais pas vous dire quand est-ce que ça interviendra, comment et à quel moment on l'articule. Merci. Donc, merci Alain qui vient de mettre en ligne le fichier, le courrier que Rodolphe avait présenté. Donc, vous pouvez en profiter pour le télécharger. Il est dans le forum de discussion. Et puis, donc, la date est bien annoncée le jeudi 21 octobre après-midi, 14h-16h, en visioconférence, toujours. Et puis, plus particulièrement pour la vague D, qui était la seule vague finalement dans ces réunions d'accompagnement qui n'étaient pas dans la méthodologie P2CA. On démarre, donc on a terminé les réunions avec les gouvernances, donc on a rencontré l'ensemble des gouvernances des établissements de la vague D. Donc, la vague D, c'est les Parisiens en fait. Sciences Po Paris, Université de Paris, Sorbonne Université, je ne vais pas tous les citer, des écoles d'ingénieurs, etc. Et donc, on démarre P2CA, l'accompagnement au ministère, on espère, en présentiel, le mardi 21 septembre. Et on a, avec l'équipe projet, là, qui s'est renforcée, j'en parlais, avec l'arrivée notamment de Lindia Allaire, Lindia Allaire de l'Université de Nantes, Raphaël Collas de l'Université de Bordeaux, et un collègue qui fait son retour dans l'équipe projet, Dominique Popin de l'Université d'Angers, et puis les autres collègues que j'ai cités tout à l'heure. L'apprentissage sera évidemment un des sujets d'évolution de la méthodologie P2CA pour voir comment peut-être on peut mieux l'identifier. Donc, ce sera précieux pour nous d'avoir justement des établissements de la vague D qui pourront apporter leurs idées et leurs propositions pour faire évoluer cette méthodologie. Je ne sais pas si des collègues souhaitent ajouter quelque chose avant qu'on conclue, puisqu'il est 16h02. Enfin, qu'on termine tout simplement. Je crois que c'est le moment effectivement de conclure et de se souhaiter bonnes vacances. Alors, bonnes vacances à tout le monde, très bel été, et on espère rendez-vous en visioconférence le 21 octobre, et puis pour les collègues des vagues P2CA, donc deux dates, vous le savez, 21 septembre pour les Parisiens, et le 22 septembre, le mercredi 22 septembre, on l'espère, hein, maintenant on ne peut plus dire que ça, on l'espère, en présentiel, donc le mercredi 22 septembre, pour une réunion de restitution des vagues E, A, B, et j'espère aussi C, si on peut accueillir un peu plus de monde, mais pour le moment, on est toujours sur des jauges Covid, et on espère qu'on pourra accueillir le 22 septembre en présentiel. Voilà. Très bien, bah, écoutez, bonnes vacances à tout le monde, et à bientôt. Merci, au revoir. Merci. À bientôt. Vacances. Au revoir. Au revoir, bonnes vacances. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
Au revoir à tous.